bonsoir à tous. Des sujets pas toujours faciles. Mardi dernier, nous avons parlé des réseaux sociaux. Ce soir, nous parlerons des médias. Aujourd'hui, mise en cause, aujourd'hui, Philippe en est à tort ou à raison. Mais c'est un thème d'actualité puisque aujourd'hui, les médias sont au cœur de tous les débats. Donc ce soir, nos invités auront à répondre à une question. Les médias sont-ils réellement au service de l'information, de la désinformation ou de leur couleur politique? Je sais que vous êtes au fait de ce sujet et que nous aurons un débat très franc. Nous aurons un débat, je vais dire, transparent pour que les invités, en tout cas ceux qui nous regardent, puissent nous comprendre, nous entendre. Alors c'est vrai que vous êtes sur un média, mais n'hésitez pas. S'il y a des choses à dire, dites-le en toute transparence, puisque cette émission, c'est que les choses soient dites, peu importe l'endroit où on se trouve. Donc, un plateau d'invités que vous connaissez, un plateau un petit peu restreint, donc avec Evita que vous connaissez bien, honneur aux dames, Harry, de l'autre côté du plateau, Raphaël et normalement Samuel devrait nous rejoindre. Alors, médias, information, désinformation. Alors, pour vous, c'est quoi un média? Evita. Ah. Non, enfin, le média, quoi. À l'origine, le média, c'est le lien de communication qu'il y a entre celui qui émet et celui qui reçoit. Voilà ce que c'est. Donc, les médias, d'abord, ça a été les journaux. Ça a d'abord été les journaux, et puis ensuite, la télévision, et qui a beaucoup évolué en plus, et maintenant les réseaux sociaux. C'est ça, un média, c'est une forme de communication, c'est celui qui communique et l'autre qui reçoit. Voilà, selon pour moi, comment dirais-je, ce qui définit les médias. Raphaël. Oui, pareil, c'est l'entre-deux, hein, celui qui lie, hein, le canal de communication, le canal de liaison, le média, qui permet à deux choses. Hein. Bon, en principe, là, c'est plutôt des interlocuteurs, hein, des personnes, de se relier entre eux, de se retrouver à travers un échange, à travers une relation dont le média va justement structurer progressivement le lien, la cohérence, si cohérence il y a, les rapports de force, les rapports d'opinion, les différents types de rapports. Et donc le média, par définition, c'est l'entre-deux. Mais ça peut devenir aussi à un moment donné l'entre-soi ou quelque chose de plus orienté, quand ça va être instrumentalisé. Merci Samuel de nous avoir rejoints. Nous parlions bien sûr des médias et puis de la définition du média. Et c'est très bien que Samuel soit là. Il nous donnera sa définition. Et j'aimerais poursuivre avec lui sur les réseaux sociaux, ou du moins revenir. Est-ce que les réseaux sociaux, on peut les comparer à un média? Alors ça aussi, c'est une grande question. Donc, bonsoir. La question est laquelle, la première? Alors, la première, c'est quoi un média? Je crois qu'un média, c'est un canal par lequel arrive l'information massive. C'est un véhicule d'information. Donc, pour moi, c'est ça la définition de média. Alors, est-ce que vous, Samuel, qui êtes au fait des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire qu'un réseau, c'est un média? Oui, aujourd'hui, on a vu, il n'y a plus le fait du prince, la parole du prince n'est plus sacralisée. Tout le monde a droit au chapitre depuis l'apparition des réseaux. C'est vrai que, quelque part, je ne sais pas, ça ne remplace pas les médias, mais en tous les cas, ça complète. Parce qu'il y a des analyses qui sont faites, les journalistes ne sont plus seuls dans leur coin. C'est pas comme l'époque, si on doit parler histoire, de l'ORTF, il y avait une voix, et puis la voix de sommet, et que rien n'était contesté. Au contraire, aujourd'hui, tout le monde a droit au chapitre, avec différents points de vue. Et d'ailleurs, on voit, lorsqu'on regarde la problématique des vaccins aujourd'hui, durant la pandémie, avant, je pense que lorsqu'on parlait de vaccins, le gouvernement disait qu'il y avait un vaccin à prendre, on ne se posait pas de questions, ça arrivait, il fallait prendre. Aujourd'hui, les gens commentent, les gens ont le droit, c'est le droit aujourd'hui, j'ai envie de dire,
à la contestation, mais aussi à dire les choses différemment, voir les choses différemment. Il n'y a pas aujourd'hui, le journaliste n'est plus tout seul dans son coin à faire passer l'information. L'information est traitée par la société civile et de manière de manière différente. Est-ce que le journaliste, justement, n'est pas mis à mal à partir de ce qui circule sur les réseaux sociaux? Parce que le journaliste, bien sûr, il divulgue une information, mais les réseaux sociaux viennent pour conforter ou pour contredire cette information. Ça peut être les deux. Le journaliste, je pense que son travail est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'il est regardé avec beaucoup d'attention par tous ceux qui analysent, parce qu'il y a aussi il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi l'information qui est très accessible sur Internet, des informations qu'on peinait à avoir avant. Il fallait vraiment aller bûcher, il fallait phosphorer. Aujourd'hui, l'information, j'ai envie de dire, l'information au bout du portable. Donc, avec tous ces phénomènes, ça force le journaliste aujourd'hui à être un vrai professionnel, à vraiment fouiller, à donner, à se surpasser, j'ai envie de dire. Parce que chaque personne, j'ai envie de dire, dans son coin, traite l'information. Tout le monde n'est pas journaliste, mais dans la façon, il y a des gens qui traitent l'information d'ailleurs, qui est de manière très, j'ai envie de dire, très, comment je peux dire ça? C'est traité avec sérieux. Ce ne sont pourtant pas des journalistes, mais qui ont des visions. Ça peut être des universitaires, des ouvriers, des gens de la société, quel que soit le rang de la société. Enfin, c'est des gens qui regardent l'information avec d'autres yeux. L'information ne descend plus d'en haut. Il n'y a plus ce ruissellement, comme à l'époque, il y avait l'information qui arrivait et les gens buvaient. Aujourd'hui, les gens traitent l'information, la partagent, l'analysent. Et voilà, c'est ce qui a rendu difficile le métier de journaliste aujourd'hui. D'accord, alors on parle d'EF, oui. Je dis quand même, j'insisterai sur le point que on disait le média, c'est l'émetteur, mais c'est l'émetteur et les récepteurs. Parce que finalement, il y a toujours cette notion de public, de foule. Il y a un émetteur et il y a un public, il y a une opinion publique, il y a des récepteurs en masse. D'ailleurs, souvent, c'est pour ça qu'on fait souvent sur le phénomène de masse. Parce que les récepteurs, c'est toujours une masse, c'est une opinion massive qui reçoit. Et ça, c'est important parce que c'est d'où justement, tout le risque et tout le débat aujourd'hui qui est créé autour. Parce qu'il s'adresse quand même à tout le monde, il y a une influence sur tout le monde. Oui, alors cette influence, elle existe depuis longtemps. Hein. Bon, n'oublions pas que c'est le problème de l'imprimerie, déjà. Oui, c'est la première. À partir du moment où l'imprimerie, Gutenberg et compagnie, a commencé à sortir ses presses, on a eu là quelque chose, un véhicule, et on pensait à l'époque le véhicule social de la pensée, c'est-à-dire qu'une pensée, qui était même une pensée unique, qui était portée par ce véhicule-là, cet outil-là, et qui pouvait potentiellement devenir un véhicule social. Ensuite, l'évolution de la technologie est très importante dans l'analyse des médias, parce qu'on a parlé de mass médias dans un premier temps, Oui. et maintenant, si je prends un petit peu ce que dit, il y a presque une clinique des médias, puisque le portable, les choses comme ça, c'est l'information qui arrive à chacun, non pas dans une perspective de massification, mais dans chaque atome de la société, chacun reçoit la même information, mais effectivement va réagir de sa manière ou quoi que ce soit. Donc, la technologisation par les médias, par le véhicule, va changer complètement le statut. Alors, on parlait des journalistes. Si être journaliste, c'est avoir un micro, ben non, tout le monde est journaliste. Hein. Puisque grâce à ce micro, tu peux amplifier quelque chose, ce que tu diffuses, ça reçoit à différentes personnes, le média le fait. C'est quand même un peu plus compliqué que ça, j'espère, en tout cas pour le métier de journaliste, même si parfois on peut se poser des questions. Parce que derrière ça, il y a la valeur de l'information, la valeur de la chose qui est dite, et la valeur de la personne, la crédibilité de la personne qui va dire chez Sosa. Mais le média reste avant tout une énorme caisse, un grand vecteur. Moi j'aime bien le mot de véhicule. Hein, il va porter les choses et maintenant avec une vitesse fracassante, hein, parce qu'on est pratiquement à la nanoseconde. L'événement, le fait n'a même pas eu le temps de se dérouler, qu'il est déjà arrivé dans tous les coins de la planète. Mais moi je pense que, je suis d'accord avec ce que vient de dire Samuel, je pense que l'influence, incontestablement, ça a un effet, les réseaux sociaux, puisque la question a été posée tout à l'heure, ont une influence, un impact sur le pouvoir du journaliste. Avant, le journaliste divulguait une information qui était considérée, je parle de la Guadeloupe, hein, qui était considérée comme vérité absolue. Quand une radio annonçait quelque chose, vérité absolue, sauf si tu es vraiment dans le cadre de la profession qui est attaquée, et là tu sais que
ce sont des histoires, mais en général, les gens écoutaient et croyaient vraiment ce que disaient les journalistes. Maintenant, justement, grâce notamment aux réseaux sociaux, un journaliste peut dire le chemisier de Mme Boissé est rouge. Eh bien, les réseaux sociaux diront non, non, pas du tout. Il n'est pas rouge. Il est telle couleur, etc. Ou c'est pas ce rouge-là. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que normalement, je dis bien normalement, cela devrait pousser les journalistes à faire un travail très, très pointilleux et surtout à faire des investigations. Parce que c'est ce qu'on reproche beaucoup aux journalistes ici, c'est que souvent, ils ne font pas d'investigation, ils se contentent de rapporter des faits sans avoir vérifié. Alors, leur chance, c'est qu'on ne fait pas encore beaucoup de procès, mais il y en a en diffamation. Mais il faudra aussi qu'ils pensent que ça deviendra aussi monnaie courante. Hein. Et je pense qu'en cela, les réseaux sociaux peuvent apporter quelque chose dans le domaine de l'information. Alors, est-ce qu'un média, puisqu'on sait qu'il y a une concurrence quand même, entre guillemets, entre médias, est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, ce désir de courir vers l'information et surtout, aujourd'hui, de faire le buzz? Forcément, Raphaël disait on est là dans nos secondes, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on voit même des journalistes arriver avec des portables qui sont les nôtres. Hein. C'est pas un appareillage particulier, c'est pas plus professionnel que ça. C'est traité différemment, certes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'information, elle est vraiment jetée sans appréciation. Vous voyez un fait, et vous en voyez d'ailleurs aujourd'hui, il y a plus, je pense que les journalistes travaillent beaucoup avec les gens de la société civile qui voient un accident, qui voient une grève, qui envoient tout de suite les images, c'est-à-dire ces gens-là vont plus vite que les journalistes. Ce qui force les journalistes à faire un vrai travail d'investigation. Là. Il faut mettre du professionnalisme aujourd'hui dans le traitement de l'information. Mais tout le monde, avec son portable, peut donner un avis, et même les images peuvent avoir aussi j'ai envie de dire, des définitions différentes. On regarde une image, c'est pas ce qu'on a vu vraiment qui est la réalité. Il faut parfois, alors, ce qui est le formidable avec les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, c'est sans filet, pas de coupure. Il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de montage. Donc, parfois, c'est jeté comme ça en pâture, c'est jeté. C'est vraiment ce qu'on appelle jeter en pâture. Jeter en pâture, voilà. Notamment quand il y a des faits, Samuel, douloureux, comme des accidents de la circulation. Des accidents de la circulation, même des décès. On voit les véhicules avec les... On a les numéros des véhicules. Voilà. Donc, est-ce que là aussi, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens vous apprennent qu'il y a un décès dans votre famille. C'est ça qui est grave, c'est devenu à ce point-là. Et on voit aujourd'hui que même c'est repris. On n'a jamais vu, je disais la semaine dernière, je crois, sur le même plateau, qu'on n'a jamais vu autant de gens ressuscités ou voilà. Vous apprenez que quelqu'un est décédé aujourd'hui. Il y a des cas récents. Voilà, M. Vélienne. C'est diffusé partout sur les réseaux sociaux, même dans certains médias. Et après, on apprend que ce n'est pas du tout ça. Donc la rapidité, il y a beaucoup de déchets dans le traitement de l'information aujourd'hui. Beaucoup trop de déchets. Et comme disait Evita, il risque d'avoir beaucoup de procès aussi. Parce qu'aujourd'hui, plus ça va, on est dans un monde de procédures, plus ça va aller, plus les gens vont faire des procès aux journalistes. Parce lorsqu'on est journaliste, on doit vérifier ces informations. Je crois que ça fait partie de la déontologie même de ceux qu'ils ont signé à Munich, je crois, dans les années 70. Les journalistes avaient signé une convention, c'est la déontologie même de leur profession. Vérifier l'information, ne pas être inféodé à qui que ce soit, enfin seulement rendre compte à leur rédaction. Là encore, c'est un grand débat parce que parfois les rédactions font partie de grands groupes. Parce qu'on peut parler de liberté de la presse, mais il ne faut pas oublier que la presse est détenue par qui ? Lorsqu'elle n'est pas... Voilà, c'est vraiment... Aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste, la presse appartient à de grands groupes. Et même les journaux aujourd'hui qui ont disparu, c'est parce qu'il faut avoir beaucoup de moyens aujourd'hui pour traiter un journal, surtout la presse écrite, et ce sont encore des grands groupes. Alors, est-ce que ça voudrait dire que parce qu'il y a grands groupes, les journalistes sont pilotés par ces groupes-là, ou par des couleurs politiques, ou par... des intérêts particuliers? Pour moi, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est humain. Vous faites partie d'un groupe, je ne vois pas comment quelqu'un, si Bernard Arnault c'est votre patron, comment vous allez traiter un fait que fera Bernard Arnault si vous êtes dans son journal. Enfin, il faut rester sérieux. On pense qu'un journaliste... Alors, c'est vrai que quelque part, la charte dit qu'un journaliste devrait pouvoir se mettre même
en situation délicate pour faire passer l'information, là c'est un autre sujet. Ce serait dans le meilleur des mondes. Mais normalement, si vous faites partie d'un grand groupe, eh bien, vous rendez compte qu'à votre rédaction, mais votre rédaction, elle est obligée de rendre compte aussi au propriétaire du journal. Enfin, il y a des outils, pardon, il y a des outils. Hein, il y a la ligne éditoriale qui donne déjà le ton du journal. Qui donne le ton, voilà. Il y a le comité de rédaction qui donne le ton de l'écriture, de ce qui va passer. Et puis la couleur, bien sûr, on est dans un environnement qui est orienté, hein, politiquement, socialement, économiquement. Mais qui peut être honnête. Ça peut être honnête. Mais qui peut être honnête quand même. Oui, mais je crois que ce qui est important dans ce qu'on dit là, c'est que il va falloir, le problème qui va se poser, c'est la liaison entre les faits, l'actualité et le rebondissement médiatique. Dans un premier temps, donc l'ampleur que ça va donner, et dans un deuxième temps, les commentaires qui sont faits à partir de ces choses-là. Et c'est le comment. Alors, et ça peut être le même événement lu par des chroniqueurs, pour pas dire des chronophages, des chroniqueurs différents. Le même événement peut donner lieu à des lectures différentes. Et là, on va être effectivement confronté à toute la richesse, la diversité d'une opinion. Le journaliste prend l'angle qu'il veut. Il est maître. Alors maintenant, c'est vrai que l'essentiel, c'est qu'il soit honnête. Voilà, tout à fait. C'est ça qui me paraît essentiel. Je prends ma profession. Combien de fois on entendait parler, par exemple, de procès qui allaient venir, par exemple, notamment les gros procès d'assises. Et l'avocat qui est dans le procès ne reconnaît pas le dossier qu'il va traiter. Donc là, il y a un problème quand même. Et c'est ça qui nous a beaucoup inquiétés. Et c'est pour ça que, au moins les réseaux sociaux, on pourra communiquer pour essayer de contrebalancer. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est que souvent, on a ce problème-là. Vous vous dites, tiens, c'est pas mon dossier, c'est le dossier peut-être un autre dossier. Alors que on parle de votre dossier, mais vous ne reconnaissez pas les éléments. Parce qu'il y a des éléments qu'on occulte, il y a des éléments qu'on met en valeur, qu'on met en lumière, etc. Donc, c'est pour ça que, par principe, les avocats, quand ils entendent parler d'une affaire à la radio, ils vous disent tout de suite, nous, on sait très bien que ce qui est dit, ça n'a aucune espèce d'importance. Nous, on attend d'avoir le dossier en main. Et c'est vrai, c'est le réflexe en général des avocats. Ils ne croient pas ce qu'ils entendent sur les affaires judiciaires. Est-ce que ça veut dire que les journalistes disent n'importe quoi? Ça veut dire... Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vous... Non, parce que, vous savez, par exemple, un procès, ce qu'on appelle maintenant les faits divers, les faits judiciaires et tout, il y a le procureur, il y a celui qui poursuit, il y a les avocats de la défense, il y a la partie civile, il y a beaucoup de courants. Et malheureusement, souvent, certains journalistes, ils vont prendre leurs sources du côté du parquet. Donc, évidemment, ils n'auront qu'un seul... oui, il n'y a qu'un seul son de cloche. Et parfois, après avoir massacré le malheureux prévenu, le malheureux accusé, acquittement. Les gens se disent, attends, il y a un problème. Il y avait quand même des failles. Moi, personnellement, pour prendre un exemple précis, un homme dont on est convaincu mon associé et moi, nous sommes convaincus de son innocence, son affaire passe en correctionnel. Le journaliste qui était là, d'une radio connue, il prend position, il ne voit aucune faille. Nous, on plaide pendant je ne sais pas combien de temps, il ne voit aucune faille. On perd à la correctionnelle, on va en appel, le procureur même se lève pour dire, mais je suis d'accord avec la défense. Ce dossier ne tient pas. Ça veut dire que le journaliste aurait pu, s'il avait vraiment été un journaliste libre, il aurait pu dire dès le début, il y a des failles. On ne comprend pas cette décision. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu rectifier aussi après d'ailleurs. Voilà. C'est son rôle de rectifier par la suite, de rétablir la vérité. Parce qu'il y avait tellement de failles. De rétablissement de la oui, vérité. mais le journaliste n'est pas le régulateur du tribunal quand même. Hein. Non, je veux dire par là. Non, il n'est pas non plus, comment dirais-je, un simple absorbeur. Au premier degré. C'est ça, je veux dire. Il aurait pu dire,
comme on peut entendre en France, dire, voilà, l'accusation dit ça, mais nous avons noté, parce qu'il a suivi le procès, nous avons noté un certain nombre de failles qui permettent à la défense de penser que c'est ça un journaliste, et pas de dire, bon, ben, le parquet dit ça, et je suis, voilà. Mais tous les journalistes en Guadeloupe attention, hein, il y a des journalistes très sérieux en Guadeloupe. Vous me rassurez. Il y a des journalistes très sérieux en Guadeloupe. Mais c'est vrai qu'il y en a... oui. Ben, des animateurs ou des porteurs de radio. Le fait que être journaliste sur une île, ça c'est une problématique aussi. Il faut alors qu'est-ce que ça pose comme problème? L'étroitesse du pays peut jouer un rôle important. Il n'y aura pas de Mediapart ici, je pense. C'est dommage. Voilà. Donc ça aussi c'est un... Quelque part, les réseaux sociaux compensent... Voilà. Les réseaux sociaux compensent ce manque-là, puisque un journaliste en Guadeloupe, il faut vraiment qu'il ait les reins solides pour pouvoir vraiment avoir un jugement, j'ai envie de dire une vision de l'actualité, enfin faire passer des messages. C'est vrai qu'on ne tue pas les gens ici, on n'est pas... Alors, est-ce que le journaliste est là pour faire passer un message? Ou est-ce qu'il est là pour relayer l'information? Relayer l'information. Il faut qu'il relaie l'information. C'est pas faire passer un message. Il aura toujours une opinion, mais on ne lui demande pas son opinion. On lui demande de... Oui, mais il est créateur d'opinion. Il est créateur d'opinion. Voilà, il est créateur d'opinion. On ne peut pas ne pas... D'ailleurs, lorsqu'on me parle d'impartialité, on ne peut pas être homme et être complètement... On peut jouer le jeu. On peut se dire, voilà, mon métier m'oblige comme un juge, comme un magistrat, m'oblige à avoir un caractère impartial. Mais ça ne veut pas dire que soi-même, on l'est. Puisque lorsqu'on est homme, on a toujours, on se fait une idée sur quelque chose. Une opinion, c'est un avis qu'on se fait. On ne peut pas ne pas avoir d'avis. Mais est-ce qu'on ne doit pas prendre du recul par rapport aux choses, par rapport aux... N'oublions pas, juste à ce niveau-là, avant de prendre du recul, n'oublions pas quand même que la presse, disons la presse d'une manière générale, est quand même considérée comme le quatrième pouvoir. Donc ça veut dire que, effectivement, l'ensemble que constituent les médias, fort créateurs, qu'on le veuille, en tout cas influenceurs, orientateurs, je ne sais pas si c'est français, mais vous avez compris le mot, d'opinion et de prétendue opinion publique, formatent un certain nombre de choses selon la manière dont elle va le dire. C'est quand même le quatrième pouvoir. Alors bien sûr, ils peuvent se monter la tête eux-mêmes, parce que, bon, et puis il faut voir aussi l'importance du média dans la représentation sociale. Tu passes à la télé, tu dis quelque chose à la radio, tu as un micro, automatiquement on pense que si tu le dis, tu as une crédibilité, tu as une notoriété, tu as quelque chose qui te tombe dessus, du simple fait que tu es investi d'une parole qui est censée être une parole publique. Alors après, il y a beaucoup de gens qui moussent et qui leur tête ils perdent un peu le contrôle. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, c'est ça aussi la problématique, c'est qu'on a l'impression que justement, c'est pas ce quatrième pouvoir dont tu parles, nous sommes entièrement d'accord, mais en France, il est quand même diversifié. Ben, voilà, ça, tout à fait. En Guadeloupe, on cherche la diversité. Hein, et c'est ça le problème. C'est que, je sais pas, j'ai vu l'émission, il y a eu une émission sur Guadeloupe Première, sur la question du Covid. Bon, j'ai pas tout regardé. Mais là, on sent bien que c'était une émission officielle. Téléguidée, tout à fait. Voilà. Où la directrice de l'ARS était là en invité permanent. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et tout tournait, en fait, c'était quasiment un hommage à madame. Mais voilà. Et il n'y a pas de... Quel est le pendant? La contrepartie. Voilà. C'est ça, je crois, le grand problème. Alors, Harry, oui. Est-ce que ça peut attendre juste une petite coupure? Non, on peut aller. Pas de problème. À tout à l'heure. Voilà, nous revenons au sein de cette émission et pour ceux qui la prennent en cours, le thème de ce soir, les médias sont-ils au service de l'information, de la désinformation, de leur couleur politique? Harry, vous vouliez réagir avant cette coupure? Oui, alors, je voulais d'abord dire une chose. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Il est vrai, si nous parlons de faits divers, l'accident de la route ou le social, aujourd'hui, les journalistes sont pris de vitesse par les réseaux sociaux parce que la photo, elle est immédiate. Celui qui passe une photo envoie et très rapidement, tout le monde voit la photo de l'accident et tout ce qu'on veut. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus l'élément, ce n'est plus la vraie mission du journaliste d'ailleurs, parce que les réseaux sociaux le font en place. Théoriquement, ça devrait être l'analyse. Or, malheureusement, nous ne sommes pas habitués à l'analyse. Et nous n'osons pas l'analyse. Parce qu'il est très rare
qu'on ait vraiment une analyse des faits, des choses importantes. Il n'y a pas de discussion. On annonce des choses, il y a conflit, il y a machin, on annonce. Il y a rarement des analyses là-dessus. Et je trouve que les médias ne se mouillent jamais. Il n'y a pas... Alors justement, c'est là le paradoxe. Parce que finalement, quand on parle de médias, on dit souvent qu'il y a des médias qui ont des positions au niveau national. On connaît un peu les tendances de médias. Ici, j'ai plutôt l'impression que les médias, ici, n'ont pas de position et de temps en temps règlent un compte. Le journaliste est là pour régler des petits comptes. Quand un journaliste donne un avis, c'est avec satisfaction qu'il règle un compte. Et malheureusement, c'est à ça que ça sert souvent ici. Régler des petits comptes. Et ça, je l'ai souvent observé. J'ai vu un ami partir un matin avec le SRPJ et j'ai entendu sur une radio qu'il était condamné. Il allait voir un juge d'instruction en Martinique, mais il est déjà condamné, il va être emprisonné. Je n'ai pas compris, je me dis, mais pourquoi on l'envoie? Parce que s'il est déjà condamné, on a qu'à le mettre à Bimao. Eh bien, j'ai appelé ce journaliste à l'époque. Je lui ai dit, mais attends, est-ce qu'on peut se voir à midi? Tu déjeunes ou on va déjeuner ensemble? Je lui ai dit, mais j'aimerais comprendre ton truc là, parce que j'ai entendu que la personne va être emprisonnée, etc. Il me dit, j'ai mes sources. Je lui ai dit, mais quelle source qui peut dire que quelqu'un va être emprisonné? Il doit voir le juge à Martinique. Il m'a dit, mais non, j'ai le source à la base. Alors déjà, ça m'inquiète. Il a la source à la base. Je dis donc, au tribunal, on t'a déjà dit qu'il va être condamné, mais on l'envoie voir un juge. Et le CRPJ l'emmène voir un juge. Ah, il me dit, mais il va être condamné. J'ai attendu jusqu'à 22h30 que ce gars-là m'appelle. Ah, fait un moment, je me pensais qu'il était emprisonné. À 22h30, il m'appelle pour me dire qu'il vient de sortir du tribunal. Et il me dit, ce qui est grave, c'est que heureusement que j'ai une carte de crédit. On m'a dit, OK, au revoir. Vous vous appellerez si on ne vous appelle pas. Et le type se retrouve dans la rue, en Martinique, alors qu'on a pris en Guadeloupe pour l'emmener. Bon, mais ça m'avait profondément choqué, cette situation. Parce que c'est quand même un truc de dingue. Annoncer quelqu'un va être emprisonné. Et cette affaire-là, dont on reparlera, parce qu'en business, c'est un truc qui a été très lourd. Souvent, on perd des affaires sans savoir pourquoi. Il y a des choses dont la Guadeloupe aurait pu profiter, et dont la Guadeloupe ne profite pas, parce que une ou deux personnes qui tirent les ficelles font sauter une affaire en attaquant un individu. Cette affaire-là est extraordinaire pour la Guadeloupe, très bonne affaire, qui n'a pas eu lieu, et qu'on a vu de l'argent gaspillé. Et ce type-là a perdu 7-8 ans de recherche pour rien, et maintenant, lui, il revient plus sur ça, il fait autre chose. Et je trouve ça dommage, parce qu'on a perdu quelque chose d'énorme, qui était très bien pour la Guadeloupe économiquement. Donc, mais ce qu'il y a malheureusement ici, je considère personnellement que nos médias ont une forte tendance à faire ce genre de petites actions. J'adore entendre, quand on va assassiner ou on massacre, on sait faire ça. Mais on fait ça très facilement, très très facilement. On sort des choses et très rapidement. Finalement, les réseaux sociaux sont pas aussi... Mais c'est bizarre, puisque ça devrait être l'inverse. Mais je trouve qu'ici, les réseaux sociaux font même moins de mal des fois que la presse, la vraie presse d'information. Parce que justement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'analyse, il y a plus facilement des choses où les commentaires de machin qui sont dans un sens. C'est comme tu disais, évidemment, il y a un truc qui me... Tous le matin, quand j'entends les trucs de justice, ça me fait rigoler parce que quand on écoute le journaliste, on est déjà presque prêt à donner le jugement. Et moi, je trouve ça assez bizarre parce que je me dis, mais c'est marrant. Parce que on sait déjà, enfin, le coupable est coupable, quoi. On sait déjà, donc on nous dit le procès, ça sert pratiquement à rien. Et c'est vrai qu'après, on entend des résultats dans la fin de semaine qui ne ressemblent pas à ce qu'on a dit au début. Et au fur et à mesure, ça évolue en fonction des informations apportées. Donc, mais on a un problème. C'est que aussi, il n'y a pas, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas vraiment une concurrence sérieuse à ce niveau-là. Il y a les réseaux sociaux, c'est un média bien particulier. Mais quand on parle, par exemple, de télévision, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une compétition réelle. Chacun est dans son rayon. Il y a quand même... chacun est dans son rayon. Oui, mais comprends ce que je dis. Chacun est dans son rayon. Parce que finalement, c'est pas la même... C'est pas du tout la même chose. Les débats qu'on a sur Canal 10, je ne les vois pas sur d'autres télévisions. Et voilà. Même les télévisions d'État. Je regrette, j'ai toujours été souvent sur Canal 10, c'est pas par hasard d'ailleurs. Parce que sur Canal 10, on peut dire ce qu'on veut, on peut débattre, on parle ouvertement et on dit ce qu'on a à dire. Je ne crois pas que ça se passe comme ça facilement. Sur Guadeloupe. Sur Guadeloupe. Non, il y a des partages implicites
de ouais. marché, d'audience, d'auditoire, et puis de choses qu'on dit ou qu'on dit pas. Implicite, hein, on Ah oui, dit bien oui. implicite. Non, mais oui, mais c'est fort, hein. C'est un implicite, c'est une connivence, ça s'équilibre comme ça. Mais je crois que c'est intéressant pour les journalistes, et ça, c'est pas spécifique à la Guadeloupe, c'est la rivalité avec les réseaux sociaux. J'allais y Parce venir que- en termes ah bon, de questions. Ah bon, ben, Mais non, on peut y aller, on est dedans, On c'est anticipe bien. bien. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le journaliste, comme le réseau social, est soumis à ce qu'on appelle l'impérialisme du fait. Il faut le gérer tout de suite. Le problème, c'est que le réseau social résonne immédiatement et donc retire la quintessence au journaliste qui, comme lui aussi, est mis uniquement au niveau de la rivalité des faits et non pas, comme tu dis, au niveau du recul, Et de de l'analyse l'analyse. et de la profondeur. Il se trouve décrédibilisé, délégitimé parce qu'il en reste uniquement au niveau du fait. Mais c'est pas un journaliste, c'est pas ça. Tout à fait. Un journaliste, il ne réagit pas, il ne rebondit pas au fait. Il est en principe formé quand il est formé. Parce que là aussi, il faut voir qu'avec l'évolution des technologies, c'est important la technologie. Hein. L'évolution des technologies a donné à des gens des rayonnements des audiences que leur crédibilité personnelle ou de formation ne leur aurait jamais donné. Alors, souvent, et c'est ça, souvent, on a tendance à dire que les journalistes n'ont pas toujours des diplômes. Ben oui. On a souvent tendance à dire que quand on est notamment sur une télévision privée, on n'a pas de diplôme, on n'a rien. Donc, est-ce que là aussi, il ne faut peut-être pas remettre les choses à leur place, Raphaël? Non, mais il faut le faire quand il faut le faire. Mais il y a eu, avec cette évolution technologique, Et c'est puis, est-ce important. qu'on a besoin Oui. d'un diplôme pour être un bon journaliste? Alors, je sais, c'est le problème de la formation. Alors ça, je dis les Il y a- deux, hein. non. Je il y a quand même balance le les problème deux. de la formation, il y a le problème de la capacité de dire, d'analyser, d'avoir du recul par rapport aux choses, et il y a le poids de la parole. Qu'est-ce qu'on a constaté dans l'évolution des radios libres à ce qui s'est passé dans le monde du journalisme? C'est qu'on est parti des radios libres, on est passé aux amateurs, des amateurs aux speakers, et des speakers aux journalistes. Comme si ça n'allait, qu'on mettait différents costards sur soi, et qu'à la fin, on est journaliste parce qu'on tient un micro. Je peux vous donner 1000 cheminements professionnels de personnes qui au départ étaient simplement animateurs radio et qui se retrouvent gros journalistes après, capables de... Et parce qu'en plus, comme d'une certaine manière, ils ont une opinion publique où ils secouent des gens, parce qu'ils vont interviewer, on se demande avec quelle technique des fois, telle et telle personne qui ont un certain statut, tout de suite, on vous a donné l'étiquette de grand journaliste, etc. Je suis désolé, le journaliste, c'est quand même un métier, c'est quand même un métier qui a des codes, ce que tu disais sur la déontologie, ce que tu disais sur l'éthique, il y a des journalistes spécialisés. Un journaliste politique, c'est pas un journaliste sportif. Un journaliste sportif, c'est pas celui qui fait du commentaire, etc. Donc il y a différents degrés. Mais ici, il y a une espèce de diagonale du fou qui regroupe, qui permet à tout le monde de faire tout. Hein, c'est Michel Morin. Oui, parce qu'il y a des journalistes ici qui ont fait des grandes écoles Bien de sûr. journalisme. Hein. Non, la question qui se pose, c'est que dans un si petit pays, moi, je note qu'il y a une discrimination en matière d'information. Parce que Ariane Slade a un problème. Dès 7 heures du matin, non, 6 heures, Ah, c'est ça, ouais. on dira Harry Ancelade, on l'accuse de ceci, ou il Léopold aurait Gay. fait cela, il a mal construit, il y a des dégâts, etc. D'autres peuvent faire pire, 100 fois pire, silence. Silence. C'est pas vendeur. Et ça, c'est ici. Ouais. Parce que c'est pas vendeur. Non, Ouais, non, c'est- ça serait, voilà, ça Non, serait, c'est pas- non, ça serait très vendeur. Mais il y a un Et nos pouvoir, merdes. il y a une puissance qui fait qu'on se tait. Et c'est ça qui est choquant. C'est ça qui est choquant. Ouais, parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Mais oui, c'est pas normal. Et en Guadeloupe, souvent les gens le disent. Par exemple, enfin moi, c'est pas grave, mais on a défendu, je veux dire médiatiquement, on a défendu une journaliste, femme. Ben, sur cette radio, on est blacklisté. Bien sûr. Oui, oui. Alors que on ne peut pas se dire mouvement féministe. Il y a une femme journaliste qui est en difficulté, on lui envoie un soutien. Blacklisté. Moi, je m'en moque. Mais je veux dire par là
C'est ça l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on utilise l'outil, c'est-à-dire qu'ils oublient que c'est un outil qui a pour but, justement, que c'est un véhicule pour pouvoir communiquer avec l'autre. Non, ça devient comme un organe c'est une propriété. C'est une arme. Voilà, c'est une arme. C'est une arme. Et Oui. je t'enlève l'arme parce que je te ferme la porte parce que tu n'as pas été gentille. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que beaucoup de gens maintenant, de plus en plus de gens disent, je ne regarde pas les actualités, je vais sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe. C'est une réalité aussi. Beaucoup de gens ne regardent plus les actualités parce que... Oui, mais de l'autre côté, parce que c'est vraiment difficile. Oui, c'est Parce que, difficile. effectivement, Mais c'est bien qu'il y a un problème. Alors, mais bien sûr, les termes du problème, je reprends ce que tu dis parce que c'est vraiment très important à ce moment-là. D'un côté, tu as un outil, donc un média. Mais le problème de tous les outils, c'est pas le problème de l'outil, le problème c'est de la main qui le tient. Et selon l'usage, ça c'est un stylo. C'est sûr. Un stylo c'est fait pour écrire, mais je peux très bien le cliquer comme ça et je crève les yeux de mon cher et ton ami Harry. Harry. Donc, Qui ne t'a rien qui fait. ne m'a rien fait et que j'aime en plus. Au sens propre, hein. Donc, et le stylo n'est pas incriminé. Donc, c'est la main. À partir du moment où vous avez un outil, il faut se questionner sur l'usage qu'on en fait. Et voilà. À l'autre partie, tu as des médias qui effectivement vont saisir l'information, vont lui donner une ampleur dans un sens ou dans l'autre, où tu as l'impression que ça va courir dans n'importe quelle voie, en fonction des réseaux sociaux, en fonction des empathies, et ce que je disais hier, des phénomènes, enfin la dernière fois, des phénomènes de contagion émotionnelle ou de contamination intellectuelle qui va faire qu'on va choisir, qu'on ne va pas choisir. Et donc, des deux côtés, on est perdant. Parce que cette fameuse opinion publique, elle n'est pas informée avec le minimum d'objectivité, avec le minimum de neutralité qui lui permet de prendre une position. Parce que la personne qui sait, et en l'occurrence, dans le droit, c'est plus que jamais, on ne va jamais aller voir la personne qui est détentrice de l'information initiale. Moi, je pense qu'à l'époque, quand Mitterrand libère les fréquences, c'est que le pouvoir aussi a besoin d'être entendu par le... On a toujours joué entre le journalisme et la communication, qui sont deux métiers vraiment différents. Ceux qui ont le pouvoir ont toujours joué avec ça. D'ailleurs, si aujourd'hui on refaisait, s'il y avait la guerre du Golfe, je pense que la guerre serait vue différemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand George W. Bush fait la guerre du Golfe, on est plus en extase. Moi, je me souviens qu'on était plus en extase devant les leurres, devant les missiles patriotes, devant les Deep and Forget, enfin, toute la technique de la guerre chirurgicale. On oubliait que derrière, il y avait des milliers de gens qui mouraient, des civils. Et c'est ça tout. Et là, même sur le plan international, les journalistes n'ont pas fait le job. Ils ont vraiment suivi, comme des moutons, la façon que les États-Unis voulaient traiter justement cette information-là. Donc je pense que le journalisme a toujours parfois, le journalisme peut être victime de la décision du pouvoir. Parce que je ne doute pas que lorsqu'on donne des fréquences, forcément, il y a des radios libres, mais lorsque Mitterrand le fait, il a envie aussi de faire passer le message d'État. Et après, il y a qui s'en jouent, effectivement, qui profitent de cela et qui vont utiliser les mêmes moyens pour faire circuler la parole, j'ai envie de dire, tout ce qui est populaire, tout ce qui est information populaire, mais en général, lorsque c'est fait, c'est jamais fait pour ça. Les réseaux sociaux s'en saisissent, justement, en mal ou en bien, mais en tous les cas, les réseaux sociaux sont l'exemple même de cette volonté-là. Mais les réseaux sociaux, il faut le dire, juste une seconde, Harry, les réseaux sociaux se réfèrent justement aux informations qui circulent dans les médias. Pas tout le temps. Ils peuvent devancer, souvent maintenant ils devancent. Pour pouvoir relayer une information. Non, ils peuvent devancer aussi. Ça peut être, ça arrive aussi. Les journalistes peuvent justement se saisir des informations des réseaux sociaux pour faire leur papier. Souvent même en France. Voilà, même en France. Ça arrive souvent aussi qu'on voit un passage de presse, enfin de radio, après on le retrouve sous les réseaux, ça circule dans tous les sens, ça s'envoie dans tous les sens. Mais alors, ce qui est dramatique, c'est que, par contre, pour l'instant, on n'a pas encore bien mis les codes déontologiques pour les réseaux sociaux. Mais par contre, en principe, on les a pour les autres médias du genre radio, télévision. Ah ben oui. Et là, ce que je trouve grave, c'est que pourtant,
en définitive, il n'y a pas de réaction parce que quelque part, on peut se permettre de dire dans une télévision ou une radio, en plus public par exemple, on peut se permettre de dire n'importe quoi et il n'y a pas de réaction. C'est ce qui est surprenant. Il n'y a pas de réaction. On peut se permettre de lancer n'importe quoi, comme d'attaquer n'importe qui, de dire n'importe quoi. Il n'y a pas de réaction. Alors, il y a une déontologie, mais pas... De réaction de la part de qui? Mais c'est qu'on on est entré dans ces habitudes-là et ça fonctionne comme ça. Théoriquement... Ou qui devrait réagir? La personne attaquée. La personne ciblée. Soit au sein même de la radio, un comité éthique. Et déjà, au sein même de la radio, on devrait. Il y a une direction qui devrait. Il y a un comité éthique. Parce que le journaliste ne peut pas dire ce qu'il veut. Chez les avocats dans toutes les professions, il y a un code de déontologie, il y a un bâtonnier, il y a un comité éthique qui vérifie, qui donne le là quand les choses débordent. On a l'impression que maintenant, ce qui concerne les médias de manière générale, il n'y a pas cette verticalité, cette colonne vertébrale qui permet... Mais il y a eu quand même des condamnations de mener ah oui, mais dans ce cas-là, de journalistes. Oui, mais là, on rentre dans une démarche juridique. Voilà, juridique. Oui. Mais c'est vrai que, comment dirais-je, d'ailleurs, Bernard Tapie disait, on ne peut rien contre le 20h. C'est-à-dire que dès qu'on vous a nommé au 20h, vous êtes en grande difficulté. Mais comment dirais-je, j'imagine ce que peut ressentir quelqu'un qui est attaqué, comment dirais-je, de manière violente et injuste sur les radios. Et parfois, quand j'entends ça, je me dis, est-ce que le journaliste qui fait passer cette information, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit et ce qu'il fait, de l'impact? Souvent, j'ai l'impression, je me dis, c'est pas possible. Comment dirais-je, comment peut-on, comme ça, attaquer des gens sans raison valable, sans raison, avec parfois une violence telle que ça peut avoir des conséquences terribles. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été attaqués par les radios, parfois vous êtes attaqués 8 jours, pendant 8-10 jours, etc. Et on se dit, je crois que les journalistes ne se rendent pas compte qu'ils peuvent... on ne parle que de la violence de celui qui tire, celui qui frappe à mort, etc. Et parfois, on peut tuer avec des mots aussi. Et c'est ça que je pense qu'ils ont oublié. Et il y a un chef-d'œuvre de la littérature qui s'appelle L'honneur perdu de Katharina Blum et qui exprime bien ça. Le dégât qu'a pu faire un journaliste vis-à-vis d'une jeune femme qui était complètement innocente. Et il a pensé qu'elle faisait partie des groupes terroristes de l'époque. Il y a le j'accuse aussi. Voilà, et ça finit très mal parce qu'il ne se rend pas compte qu'il va au-delà des limites possibles. Alors, pour la question tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est Samuel qui en a parlé, il faut aussi qu'on dise qu'il y a des politiques aussi qui ont un rapport particulier avec les journalistes. Il y a des politiques qui disent « je ne veux pas être interviewé par celui-là. Je suis le boss. Il n'est pas question que je sois interviewé par celui-là. » Il faut aussi le savoir. Il y a des journalistes qui, quand ils essaient justement d'être un peu libres au niveau de la parole, ils sont un peu claquemurés parce que le politique dit non. Je ne veux pas un journaliste qui me pose des questions intelligentes, en fait. Je veux un journaliste qui me pose des questions bateau, comme ça, je pourrais briller. Par contre, ça, c'est une chose aussi que je ne comprends pas. Parce que si tu es brillant, c'est intéressant d'avoir un journaliste fort en face de toi. Parce qu'il te rend encore, il te donne encore plus de lumière. Mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, donc, tu sais, tel journaliste, c'est le courant encore de l'ancien président. Tel journaliste, c'est le courant X, c'est le courant... Et c'est vrai. Donc le journaliste fonctionne aujourd'hui ou même avant? Certains journalistes. Non, il y a un écho, effectivement. On peut pas dire... Avec une couleur politique. Oui. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a une relation qui est d'attirance-répulsion. Je t'aime, moi non plus. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui choisissent leurs interlocuteurs
Et il y a des intervieweurs qui choisissent aussi. C'est difficile de dire à l'Élysée position. de ne pas de massacrer le président le lendemain. Il y a des journalistes qui acceptent ça. Ça ne devrait pas. Mais on est humain, c'est vrai que ça existe. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que les journalistes aujourd'hui peuvent être aussi l'objet de critiques sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, il faut faire attention. Voilà. Voilà, parce que si ils peuvent subir maintenant l'effet boomerang. L'effet boomerang. Et c'est vrai que si dans la presse on a un droit de réponse et qu'on peut, le journaliste a je dis une obligation de réparation, sur les réseaux sociaux ça n'existe pas. Vous voyez par exemple en période électorale, lorsque vous avez un temps de parole qui est respecté parce que le CSA y veille, par contre, sur les réseaux sociaux, c'est juste pas possible. Vous avez des gens qui sont très très bons, des politiques qui usent et abusent des réseaux sociaux et qui voilà. Et la campagne d'Obama était l'exemple. Voilà. C'est Obama qui a lancé. C'est lui qui a lancé la vraiment. puissance des réseaux sociaux. Absolument. Lorsqu'on occupe les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comme si on était présent Alors, dans les... effectivement, on voit beaucoup d'élus qui occupent les réseaux sociaux. Parce que ça gère alors, est-ce qu'il faut réguler tout ça? Non, ça gère deux dimensions de l'information. D'une part, l'information en tant que telle, c'est quand même du contenu qui passe, et la gestion de l'information, et d'autre part, la rumeur et les effets de la rumeur. Et donc là, on a quelque chose qui est une caisse d'amplification qui va partir et qui va toucher les gens selon leur rationalité, si c'est l'information et la gestion de l'information, ou selon leur émotion, leur appartenance, leurs images, leurs fantasmes, si c'est dans la versant rumeur ou opinion. Mais quel est l'intérêt du journaliste de faire de la désinformation? Alors, il ne faudra pas quitter la notion de pouvoir, comme l'analyse du pouvoir. Ça veut dire que le journaliste, à un moment donné, lui-même, il se rend compte qu'il a un certain pouvoir, y compris dans la désinformation. Quel est son rapport à ce pouvoir-là? Il y a un rapport tout à fait constructif au pouvoir pour faire avancer, pour construire et pour permettre aux gens d'aller vers des prises de conscience, des insights, des co-émergences. Et puis un rapport malsain au pouvoir, qui est le quant à soi, le jabot, se mettre en avant, faire dire du mal, etc. Il est clair, et c'est pour ça qu'on disait que c'est un pouvoir d'influence, c'est un pouvoir d'exposition, c'est un pouvoir d'explosion aussi, et donc ça dépend de la maturité, alors intellectuelle d'une part du journaliste, c'est ce qu'il maîtrise le contenu, mais la maturité aussi sociale, politique, dans le rapport qu'il a avec la chose énoncée. Oui, alors en allant dans ce sens-là, il y a une chose quand même que, finalement, on a toujours l'impression que ce sont les médias qui font l'opinion publique. En principe, c'est ça. Mais en réalité, les médias vont dans le sens de l'opinion publique parce qu'aujourd'hui, c'est du marketing. Hein. Il faut se vendre. Et finalement, ici, ça a tout son sens. Parce qu'en définitive, je trouve qu'en Guadeloupe, de la même manière que je pense que c'est pas le politique qui fait le citoyen, c'est le citoyen qui fait le politique. De la même manière... c'est l'opinion publique qui fait le journaliste. Et quand tout à l'heure tu dis pourquoi le journaliste, quel intérêt de faire des informations? Mais parce que l'opinion publique, ça plaît. Alors on va allumer un tel, on dit n'importe quoi, mais les gens aiment bien ça, on assassine celui-là, on assassine celui-là. Et donc et d'ailleurs, on regarde bien comment ça marche. Donc, est-ce que les Guadeloupéens aiment la désinformation? Pas spécialement. C'est ce que disait tout à l'heure. C'est maintenant qu'il faut introduire le type le buzz. Oui, c'est ça. Parce que maintenant, l'information, les médias ont généré un cancer, quelque chose de cancérigène qui est le buzz. Et ça, on cherche le buzz. Ma question de départ. Est-ce qu'on est à la course au buzz? Ah, mais ça, c'est clair. Ouais. Non, c'est pire, parce que l'information maintenant, en tant que telle, s'individualise, se libère littéralement des médias qui ne sont que des supports. Et elle va générer des espaces mentaux qui se suffisent à eux-mêmes. On casse du sucre sur des gens, on dit n'importe quoi, on anticipe des trucs qu'on ne connaît même pas, parce que c'est comme si ces choses-là avaient une vie autonome, une vie propre. Voilà, elle avait une vie propre, voilà, absolument. Le buzz, c'est une sorte de une de journaux, hein, c'est une. C'est les unes de journaux. Voilà. Et ça devient une nécessité de l'actualité, parce que c'est un fait qui chasse l'autre. C'est quand même dangereux, parce que vous êtes en train de nous dire que on peut se baser sur n'importe quoi
pour faire le buzz, en tout cas pour... Bien sûr, bien sûr. briller Et avec ou pour être- deux choses impérieuses. D'une part, la notion d'instantanéité, Voilà, ça passe vite. c'est ça, Il faut que ça circule vite, vite, Il faut que vite. ça circule. Donc, et c'est un événement qui chasse l'autre. Donc, on est tous dans une espèce de fuite en avant. Donc, les événements, On le consomme. fil de En l'actualité fait, c'est là. amène une hyper-consommation addictive et ça plaît à certaines personnes qui sont comme ça, suspendues à ce fil-là. Donc, Parce c'est que ça une leur des permet de- informations qui en chasse une autre. Oui, c'est important. L'actualité, c'est par définition. Mais en fait, ça Une leur actualité qui permet dure de une semaine, vivre. c'est pas une actualité. Il faut bien comprendre que ça permet aux gens aussi de vivre autre chose. Parce que leur vie est souvent... Parce que les gens qui sont passionnés par le malheur des autres, en général, ne sont pas des gens qui sont très heureux. Donc, ça leur permet, psychologiquement, De Raphaël peut en parler, Ah, si, si, tout à mais fait. ça leur permet, voilà, de vivre autre de chose, combler leur propre faille. Voilà. en se disant, mais voilà, mais un tel qui était Voilà. si connu, eh ben, Voilà, mi gars, ça y Mi est, photo aïe. mi photo aïe, etc. Voilà, et il se sent moins malheureux, moins en situation précaire et tout. Bon, mais malheureusement, tout seul. ça dure pas longtemps. En plus, Ça dure pas longtemps. on peut mesurer parce qu'avant, il fallait aller dans les rédactions pour savoir combien de journaux on avait vendu. Aujourd'hui, lorsque vous voyez le nombre de vues, Oui. Ça eh va. bien, voilà, vous Et savez tout de Et suite. c'est le zapping. C'est le zapping et vous voyez exactement, vous avez en temps réel, à l'instant T, vous avez le nombre de personnes qui ont vu en tous les cas et qui ont parfois même qui commentent aussi. Alors, d'un côté, vous avez une information qui est stroboscopique, hein, c'est du zapping, zapping, zapping. Et d'autre côté, par rapport à ça, vous avez des communautés de personnes qui vont se constituer autour de ces vérités-là, mais qui sont des vérités virtuelles et qui auront l'impression d'exister, parce qu'effectivement, comme disait ma chère collègue psychologue Evita, ça va leur permettre Elle a changé de Non, profession. non, mais ça va leur permettre de combler littéralement Ah ouais. des vides ou des failles existentielles ou essentielles. Alors, c'est pas souvent ce schéma, il n'y a pas que ça, hein, mais ça permet de trouver des réponses, des compensations d'une manière ou d'une autre à des béances de l'individu, soit de l'individu tout seul, soit de l'individu le soi, l'individu de sa dimension sociale. On se dote d'une importance, on se dote d'un costard qui fait que je suis important parce que je sais ça, je suis ça, ou je suis dans cette communauté-là, qui sont, comme dirait Maffesoli, des tribus, en fait. Des tribus qui sont des tribus complètement claniques, hein, intellectuelles. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'auditeur, le lecteur ou le téléspectateur est suffisamment aguerri pour porter une analyse, pour se faire une idée S'ils se de donnent les la moyens. vérité, ou est-ce qu'on peut se Alors, dire ce qui est- S'ils se donnent ils les moyens, absorbent tout ce qui arrive. parce que l'information, elle est sortie brute de décoffrage, mais c'est une information qui est plurielle. Tu as thèse, antithèse partout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que tu as ton pli, tu as ton courant, tu as cette communauté d'appartenance de pensée, tu restes dedans. Mais si vraiment tu fais l'effort d'aller à l'information, de la mettre en réseau, de la mettre en contradiction, et donc d'exister par rapport à cette information, on a une masse d'informations considérable et tu peux t'enrichir. Mais l'enrichissement, c'est le contraire de l'aliénation. L'aliénation, c'est un seul chemin, c'est une seule information. Est-ce que c'est de la rumeur. l'enrichissement passe par l'analyse? Obligatoirement. Obligatoirement. Ah oui, obligatoirement. Par la diversité, pour commencer. Alors, ça passe par la diversité, la capacité d'abstraction, ça veut dire de sortir de cette diversité des éléments communs. Ensuite, la capacité d'analyse, et après de décider par toi-même. Par Oui, toi-même. de se faire sa propre opinion. Et de construire ta propre opinion. Ton je, par rapport à quelque chose. On n'a Non, jamais, c'est vrai on n'a jamais eu autant d'éléments pour Ben, bien comparer. sûr. Aujourd'hui, si on doit parler de la Guadeloupe, parlons. C'est Oui. que Oui, les choses soient nous dites. Quand parlons on voit de des la personnes, par exemple, comme Éric Coriolan ou M. Varro, ces gens-là ont aujourd'hui ont une tribune. Absolument. Je ne pense pas qu'il y a 15 Que ça aurait ans, été possible. que ça aurait été ouais. possible il y a une quinzaine d'années de cela. Donc, si on prend, il y a effectivement cette démocratisation de la pensée, de l'analyse. On voit comment, encore aujourd'hui, comment les scientifiques s'échappent sur des problématiques purement scientifiques, Alors, dont on n'aurait jamais eu accès à ces informations. Mais ça a toujours existé. Hein. Oui. Bon, mais c'était Mais ça restait dans Ça le restait dans, voilà, c'était dans un enclos, Voilà, c'était dans il un a la enclos. médiation, Aujourd'hui, voilà. ça éclate. Ouais, ouais. C'est complètement désacralisé, C'est donc ça, on a accès à ça exactement. aujourd'hui. Et effectivement, ça crée maintenant dans la société des communautés Ah, complètement.
sociales qui disent, bon, moi je suis contre le vaccin, pas pour le vaccin. Voilà. Donc c'est ce phénomène-là qui est un peu nouveau. Alors, ça a un inconvénient énorme et qu'on le vit aujourd'hui, parce que finalement, quand on se met autour d'une table, au moment où on se met autour de cette table, on n'est pas d'accord du tout. L'objectif, c'est que chacun vient avec ses arguments, et l'objectif, c'est qu'à la fin, c'est le débat. Après ce débat-là, on arrive à une conclusion où on peut faire, sans se battre, et on peut faire quelque chose. Or, maintenant, dans ce qu'on vit aujourd'hui, et justement, d'où tout le désordre qu'on a actuellement sur le plan médical. Parce que finalement, le public, parce que quand, théoriquement, il y a 30-40 ans, le public aurait su le résultat de ce débat. Aujourd'hui, le public est en amont du débat. Absolument. Donc, le public rentre dans un débat en n'étant pas connaisseur, en ne sachant plus. Et à la fin, vous savez, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé avec le problème du Covid, avec l'histoire de Marseille. À un moment, je disais, mais finalement, qui a eu raison? J'ai jamais su réellement qui a eu raison. Non, tu n'as pas su. Il y a eu un débat tout le temps. J'ai entendu tout le temps des débats, des contre machin, le gars, avec, contre lui, etc. Voilà. Mais tout le temps. Mais à la fin, ce qui me gêne, c'est qu'à la fin, je n'ai pas eu. La seule chose qui m'intéressait, c'est une réponse scientifique. Mais ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Mais pratiquement, j'ai pas eu une réponse scientifique qui me plaît, qui me convient. Donc ça c'est aujourd'hui la situation dans laquelle on est de plus en plus. Et à mon avis, alors donc, et c'est pour ça que, alors maintenant je dirais en conclusion une chose. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être blindé. Tout individu est condamné à être blindé dans sa tête, à être savoir qu'à tout moment, à n'importe quel moment, ça se déclenche, il en prend plein la figure. Donc, il faut être préparé à ça, il faut être blindé. Parce que, vu comment ça va, et ça va vite, on n'a même pas le temps d'arrêter le moindre... Vous savez, il faut être blindé. Quand je dis il faut être blindé, je prends un exemple simple. Un jour, je sais pas, on a annoncé qu'on a pris un entrepreneur de BTP sur un chantier. Qui faisait quoi? Et on le soupçonne il faisait du transport de drogue, du transport des gens qui faisaient le trafic de drogue sur un bateau. Ben, je sais que... Je ne dirais pas un pourcentage, mais beaucoup de gens ont dit que c'était en slade. Bien sûr. Mais moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais ouais, mais pas de problème, mais c'est moi. Mais moi, je ne veux pas entrer dans un débat sous des conneries pareilles. Moi, j'ai dit, ouais, pas de problème, c'est moi, je m'arrête ça tout le temps. Mais nous finissons ça. Ça s'est arrêté très vite. Mais finalement, je pense que le côté où j'ai balayé a plus servi, a plus en sérieux, on l'aurait allumé. Mais moi, j'ai dit, mais bien sûr, c'est moi, mais moi, j'ai fait ça tout le temps, c'est ça. Donc, qui s'aura qu'on a retourné? C'est ça. Et puis voilà, le débat. Mais c'est grave, parce qu'on m'a appelé d'une radio, d'ailleurs, qu'on n'a pas nommé, quelqu'un m'avait appelé, de Guadeloupe, au meilleur, me dit, j'ai reçu un coup de téléphone, on dit, mais comment vous parlez pas de l'affaire Slade, etc. Je dis, mais comment on peut parler de ça, alors? Mais c'est ça qui est quand même, on est aujourd'hui à la merci de ce genre de choses, et c'est vrai qu'il faut être blindé, parce que c'est pas toujours évident. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et ça ne m'étonne pas que ce soit toi qui dises ça, c'est que dans ce type de débat, que tu dises ou que tu dises pas, ou pris. Mais oui. De toute façon, il n'y a pas de... Sauf que mon ami Harry Onstad fait ce qu'on appelle dans stratégie une injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'il dit oui, c'est moi-même. Oui, mais c'est la meilleure solution. Et là, il coupe. Et c'est fini. C'est la meilleure solution. Et donc, ça veut dire que dans tout c'est des jeux, tout ça. C'est des jeux d'acteurs, mais qui sont bien sûr porteurs d'enjeux personnels, individuels. Attention, mais il y a des gens très sensibles. Il y a des gens très sensibles. Très fragiles. Bien sûr. De toute façon, maintenant, c'est ce que tu disais, ça blesse. Et alors, en France, on vous dit le ridicule ne tue pas. Ouais, tu as dit bien parmi les sortants. Ici, les mots tuent. Parce qu'il y a une dimension sociale, il y a une dimension communautaire, il y a une dimension du regard d'autrui qui participe à ta construction individuelle. Tout à fait. Et donc, effectivement, si tu n'es pas armé, et tu disais blindé, si tu n'es pas armé, toi, personnellement, tu disparais. Alors, c'est quoi être armé? Parce que c'est ça qui veut dire. Ça veut dire c'est avoir une consistance interne, un métier, une méthodologie, une manière de voir une certitude, des amis, des choses qui te permettent de ne pas être ébranlé par ce que tu entends sur toi, par la bouche des autres. Parce que sinon... Surtout être en accord avec ta conscience aussi. Bien sûr, c'est ça. Ça veut dire qu'avoir une entité en propre
qui te permettent de dire, attends, même si on parle de moi, c'est Mais pas est-ce grave. que Et ça- aller au-devant des trucs. Mais est-ce que ça peut justifier qu'on puisse dire de vous des choses fausses? Ah non, mais rien ne justifie ça, rien. rien ne Alors, Mais quand c'est qu'on on dit sait que ça qu'on part est et là, tout le blindé, on monde. doit se blinder, est-ce que, justement, quand on dit des choses Ouais. qu'on n'a pas vérifiées, peut-être, ou des choses qui sont fausses, on peut se dire oui, comme Harry, par exemple, bon, oui, c'est moi, ou est-ce que on se dit, mais qu'est-ce On qui me tombe arrive à une dessus situation, et pourquoi? on arrive à des situations complètement paradoxales. Donc, entre l'aide sociale, l'opinion publique, disons comme ça, mais ce n'est pas l'opinion publique, et l'individu. Tu ne peux pas empêcher, comme on dit en créole, quelqu'un de parler sa bouche. Oui, mais non, sauf si c'est un professionnel. Attention. Voilà. Non, mais tu peux. C'est ça que j'allais dire. Non, C'est mais ça que j'allais attends. dire. Tu peux pas empêcher quelqu'un de dire Oui, n'importe quoi. mais, On te voit passer. la loi a prévu une non, mais- réaction. non, oui, d'accord. Ah, oui, il y a des, il y a des Ah, bah, garde-fous. ouais. Il y a des garde-fous quand même, la loi. Donc, tu peux pas empêcher quelqu'un de parler. Et donc, toi, tu passes quelque part, hein, automatiquement, tu vas susciter des choses. Donc, des émotions, des réactions, des jalousies, des envies. Tu ne peux pas être neutre dans le champ social maintenant. Ça, c'est C'est sûr. clair. Donc, à partir de là, les gens vont s'arroger un droit de parler de toi ou sur toi à eux-mêmes et à n'importe qui pour se donner de la valeur à eux-mêmes. Mais la justice n'a Mais- pas tout prévu, hein, parce que c'est dans certains domaines que c'est pénalisable. Mais à partir du moment où il y a des choses sur lesquelles on pourra dire des choses de vous qui ne pourront jamais être citées devant des tribunaux. Non, mais c'est- Donc quand c'est oui. et parfois c'est des choses qui peuvent faire autant de dégâts. Il faut dès très tôt dire aux enfants qu'il faut se mettre une armure, Oui. comme disait, Ouais. comme, Mais enfin, comme dirait ceci Montesquieu, étant parler dit- de moi en bien ou en Oui, mal, mais oui, parler mais- de moi. À partir oui, du moment où mais- on a compris ça, on laisse les gens parler. Parce qu'on est dans un petit pays, ça fait des dégâts dans un petit pays, c'est vrai. Oui, mais Mais puisqu'on vit dans un petit pays, il faut vraiment enseigner ça aux enfants, de passer à autre chose lorsque vous entendez des choses. Parfois, les cellules de crise aussi vous disent, parfois, il ne faut pas, il y a des choses qu'il ne faut pas relever. Les relever fait plus de dégâts que lorsqu'on laisse passer. Je ne vais pas citer l'exemple, mais on a l'exemple récent d'un grand champion guadeloupéen qui a eu une expérience un peu malheureuse récemment. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Je ne l'ai pas vu Un prendre... champion? Un champion. Je ne l'ai pas vu prendre la parole, mais ça s'est dégonflé aussi. Je pense que c'était venu sur les réseaux sociaux et qu'il avait essayé de commenter et tout. Ah oui, après parce ça, que, tout le monde sait. voilà, parce que sans rien dire, quelque part, il a eu encore, communauté, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient Mais contre, c'est qui ça. disaient oui, il a raison, non, il a tort. Voilà. Mais ça s'est dégonflé. Tandis que s'il avait répondu, je pense que ça aurait Ouais, fait ça beaucoup part- plus de ça dégâts. alimente le Voilà. truc. Ça, ouais, Ça voilà. alimente. Mais enfin, ceci Donc, étant on dit, a, hein, je comprends. il faut surtout pas se défendre si on Ça, veut. ça dépend Une des Ça situations. dépend des Ça dépend des situations. situations. Voilà. On ne- Ça dépend de certaines choses. Ah, Ça dépend parce des que- problèmes. Voilà, Il des faut sujets. arrêter, parfois, il faut que les... Aller au front. Ben oui, parce que C'est sûr. sinon, mais ça s'arrêtera jamais. Oui, oui, oui. Ouais. C'est ça, à partir du moment où on laisse passer Ah ouais. des choses importantes par les médias, je veux dire, pourquoi le journaliste qui vient derrière ne va pas faire autant? Non, c'est Il pour faut ça que c'est- arrêter un processus. Il faut arrêter, c'est pour ça qu'on disait que la presse, bon, la rumeur et tout, c'est le quatrième pouvoir, mais n'oubliez pas les trois autres, y compris le pouvoir judiciaire. Eh oui. Et donc, dans l'analyse systémique de ce quatrième pouvoir, il est lui-même contrôlé par d'autres entités, et notamment le pouvoir judiciaire. Donc, à un moment donné, affront pour affront, il faut clarifier la situation. Enfin, oui. Et moi, je sais que je serais comme toi, ça ne me pose aucun problème de courir chez le juge avant même quiconque pour dire voilà ce qui m'arrive, voilà les faits, et on y va. J'ai pas de problème, je sais, mais je suis à l'intérieur, je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Bon, moi, je considère. Ouais. que, Pour moi, il y a un fait. Maintenant, nous allons quand même ouvrir l'antenne, puisque c'est le but. Et puis, n'oubliez pas, couvre-feu normalement à À quelle heure 22h. 22 heures. C'est jusqu'à quand ce couvre-feu? Quelle Non, moi question. c'était 2 semaines, je crois. Ah, c'est bien ce que Mais je pense pensais. que c'est Donc les terminé, 2 semaines ne sont pas 2 terminées semaines sont alors. terminées. Peut-être que les chiffres. Hein? Je pensais que c'était terminé. Il y a des chiffres Le qui 25, sont c'est que c'était sortis pas le et qui 25. montrent que la Guadeloupe est le pays où il y a le plus de morts. Ah bon Voilà, oui, les derniers chiffres. Apparemment, voilà. les chiffres ne sont Les pas chiffres bons. ne sont pas à notre Ça avantage. veut dire Donc qu'il il y y a a. plus de morts Oui, la Guadeloupe, Ah bon. oui. Ah bon? Ouais. Enfin, plus de mots par rapport à la Martinique, c'est ça? Martinique, même des îles d'autres îles de la Caraïbe. Même, Ah non, bon? non, non. Il y a beaucoup de mots. En tout cas, les chiffres ne Voilà. sont Par rapport au pas nombre d'habitants. forcément bons. Voilà. Donc voilà. Maintenant, On nous ne confond irons pas les mots du par côté médias et du- les mots par... On n'a pas mélangé les mots par Ça qu'on Covid et les mots par appelle médias. le Ouais, spectateur. ouais. Les mots parfois. C'est ça. Oui, un téléspectateur en ligne. Nous y arriverons tout à l'heure. Maintenant,
j'entends bien, il y a un flot d'informations, il y a les réseaux sociaux, avec Samuel qui est en tête de l'information. Samuel, avec le Sénat, il y a aussi le PIGE, qui a plusieurs PIGE. Ah ouais, le PIGE, c'est énorme. Avec son flot aussi d'informations. Il y a les médias, donc télé, radio et tout. Donc, on peut avoir une même information qui circule sur tous les médias et vue d'une manière différente. Comment arriver à se faire une idée, je dirais, juste de cette information? Est-ce possible et est-ce facile? Le libre arbitre. Le libre arbitre. Le libre arbitre. Non, mais est-ce possible? Est-ce C'est toujours possible. C'est possible. Non, il faut aller à la pêche. Ouais. Il faut aller à la pêche. Bon, on le fait tout le temps, nous, qu'on fait nos sites ou un truc comme ça, des entreprises, quand il y a une rumeur ou quand il y a le climat social, organisationnel, n'importe quoi. Il faut aller aux informations, croiser les informations, Voilà, absolument. et faire fonctionner. Alors, tu appelles ça libre arbitre, je suis d'accord, mais on a quand même des mécanismes intellectuels qui permettent d'analyser. L'être humain est un être porteur de sens. Il ne s'agit pas parfois de trouver nécessairement la vérité, c'est de trouver le sens des choses pour pouvoir les rendre constructives, sortir d'une définition négative et mortifère vers quelque chose qui est de l'ordre d'une démarche de progrès. Et une évolution, sortir du truc. Donc ça, c'est la seule quels que soient les systèmes, quels que soient les médias, la seule personne qui a la capacité, la seule instance qui a la capacité de gérer ça, c'est l'esprit humain. Mais encore faut-il l'alimenter comme il faut. Et ne pas avoir, je pense que les certitudes sont très dangereuses. Il faut avoir cette capacité à se dire qu'on peut se tromper, on peut avoir mal compris, on doit remettre en cause parfois ses propres analyses. Et c'est ce que je reproche parfois, alors pas seulement aux journalistes, là, mais aux hommes politiques, parfois de ne pas comprendre qu'il n'y a pas de certitude à avoir. D'ailleurs, la pandémie nous l'a montré. Pour l'instant, nous parlons en tant qu'opinion, mais c'est vrai que dans la question des vies, je vois autre chose. La victime, c'est chiant. Parce que, là, c'est pas évident cette histoire. Quand tu es victime, quand tu as, par exemple, en réseau, bon, ça part, mais c'est vrai que tout le monde a déjà intégré la notion de réseau, c'est une notion libre, mais non contrôlée. Mais quand, par exemple, sur une radio officielle, on sort quelque chose, là, tu as beaucoup d'écoute, mais il y a quand même quelque chose ça officialise. Donc, celui qui entend a tendance à se dire c'est une parole de vérité. Alors plus aujourd'hui. Oui, mais ça reste encore parce que c'est public. Et ça dépend de quelle radio aussi. Où on est. Ah oui, mais justement. Oui, mais ça, voilà, mais c'est ça. Voilà. Mais quand on parle, alors justement, ça dépend de quelle radio. Voilà. Mais pour l'instant, il y a une radio officielle, par exemple. Cette radio est officielle. Quand cette radio sort quelque chose, un journaliste de cette radio sort quelque chose, tu considères qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, c'est vérifié. Parce que pour toi, déjà, déontologiquement, il y a des règles. Donc, si la radio sort ça, c'est que ça a été vérifié. Sinon, c'est de la compétence. Sinon, c'est de la compétence. Bon, mais quand tu es face à ça, la seule façon de mettre la vérité, si c'est vraiment du n'importe quoi, c'est d'aller en justice. Mais le temps du résultat, tout le mal est fait. Et ça sera répare jamais. Tout le mal est fait, ça détruit tout ce que ça doit détruire. Tu viens gagner après, mais personne ne sait même pas quoi tu as gagné. On a vu parfois des gens gagner en diffamation un procès, mais après personne ne sait même relier les faits, personne ne sait. Parce que le temps de la justice, c'est un temps qui est relativement long. Non, le mal est terrible. Ça veut dire qu'il y a réparation au niveau de la justice, mais il n'y a pas restauration au niveau de la personne. Ah oui. Le décalage entre les deux. Mais le problème que nous on se pose au niveau psycho, mais là c'est une vision qui est très étroite. Bon, c'est pourquoi ça prend, à quelle source, ou quelle est la source de l'ancrage. Pourquoi une bêtise qui va être dite sur Harry, ça va jamais prendre. Et pourquoi la même chose qui sera dite sur moi ou quelqu'un d'autre, ça va prendre. Et donc, et c'est la relation au sentiment au mal. Au mal au sens malin, au sens diabolique et tout. Il y a des choses qui te touchent, qui te prennent, peut-être parce que c'est à dépourvu, peut-être parce que dans ton éducation, dans ton honnêteté ou dans ta croyance dans l'humain,
tu pensais que c'était pas possible d'arriver à ces bas-fonds, à ces tréfonds. Et parce que c'est pas le bien. Le bien, ça paraît normal, à la limite, ça pose pas de problème. Mais il y a aussi le principe de Lucifer. C'est le titre de bouquin, hein, le principe de Lucifer. Ça veut dire comment la société, les hommes, non, ça existe, se sont construits aussi à travers le mal. On fait comme si tout était judéo-chrétien, tout était bien, tout était machin. Mais le mal constitue aussi le malin au sens machin, un élément de la dynamique sociale. Et donc ça prend, parce que sur l'individu, on a des fragilités, on a des faiblesses, on a tout ce que tu veux, qui font qu'il y a des trucs qui ne passent pas. Bon, en Guadeloupe, attaquer le nom de quelqu'un, ça ne passe pas, parce que le nom, tu sais que c'est pas le tien, c'est celui de ton papa, celui de ta maman, celui de ta fratrie. Et toi, tu peux me dire à moi n'importe quelle bêtise, je vais accepter, mais si tu dis Spéronel, machin comme ça, je me sens responsable pour toute la lignée. Et donc, il y a tout un jeu qui se passe comme ça, et ça prend parce que ça fait mal. Nous partons du côté du téléphone avec une question ou une réaction. Oui, d'accord. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Oui. Oui. Monsieur Ancelade, vous avez parlé d'opinion publique, d'opinion publique. Mais vous savez par définition ce que c'est que l'opinion dans une affaire. Hein. L'opinion, c'est une prostituée qui tire le juge par les manches et qui sort par l'autre porte. Alors, d'autre part, à Église, je voulais vous poser une question, Église. Je trouve qu'en Guadeloupe, les journalistes ne font pas un véritable travail d'investigation. Je prends le cas de l'eau en Guadeloupe. Il y a eu beaucoup d'argent qui ont disparu. Il y a l'un des protagonistes dans cette affaire qui dit qu'il n'a plus rien. Et on sait que cette personne a des biens à l'étranger. Mais aucun journaliste en Guadeloupe n'a fait un travail comme le fait les journalistes en France, hein, pour voir qu'est-ce que cette personne a, où est passé l'argent, qu'est-ce que cette personne a à l'étranger. Je trouve qu'il y a un travail qu'on devait faire à ce niveau-là. Parce que je vois même le cas, je vais parler à l'avocate sur le plateau. Vous savez, en France, les magistrats se servent de la presse des fois pour pouvoir mettre en cause les personnes. L'avocate a parlé de l'affaire Tapi, dans l'affaire de l'OM-VAON. Le procureur, M. Clément Golfier, a utilisé les mêmes armes que Tapi, c'est-à-dire les médias. Et là, le bien nommé, il a mis Tapi au ballon. Clément Golfier a mis Tapi au ballon. Tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Merci, monsieur. Alors, en ce qui concerne la question qui m'a été posée, monsieur, c'est vrai qu'un travail d'investigation, ça demande du temps, ça demande aussi de l'argent, ça demande des moyens pour l'instant que nous n'avons pas ici à Canal 10, ni les moyens humains, ni des moyens, on va dire, matériels. Donc, nous n'avons pas, nous, pour l'instant, je dis bien, cette possibilité d'être à cheval sur un dossier. Néanmoins, concernant ce sujet de l'eau, il y a quelques années de cela, lorsqu'on on parlait vraiment sur les médias, lorsque c'était le sujet, nous avons, nous, mis en plateau beaucoup d'invités qui ont eu à dire les choses. Et je me rappelle Carole de Luce a eu lui aussi à faire des sujets, à partir sur le terrain et tout ça, pour essayer de montrer aux Guadeloupéens ce qui se passait, de montrer la vérité. Et au-delà, vous savez, sur certains médias, on peut anticiper, on peut dévoiler une information, on a un réseau où on peut avoir quelques informations et sur d'autres médias pas. Donc, c'est vrai qu'aller chercher les biens de telle ou telle personne à l'étranger, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile. Mais je crois que vous, Guadeloupéens, vous en savez suffisamment pour comprendre ce qui s'est passé, pour vous faire une idée. Et tout à l'heure, nous parlions
de cette possibilité d'analyser les choses, de lire et d'entendre même ce qui n'est pas dit à travers une information. Et je pense que cette population guadeloupéenne est de plus en plus éclairée. Et il faut l'être, puisque aujourd'hui il y a des choses qui circulent. Donc, on ne sait pas trop à quel sein se vouer. Donc, monsieur, je pense que les Guadeloupéens savent réellement ce qui s'est passé. Et je crois que nous avons fait notre boulot au niveau où nous étions. Et d'autres presses ont fait aussi un boulot. Et voilà. Alors, concernant Evita, il y avait aussi... C'était quoi la question? Je n'ai pas très bien compris. La presse, comme, enfin les individus comme la justice peuvent se servir de la presse pour faire réciproquement des pressions les uns sur les autres. Oui, il a ça, un mais... exemple Avec, précis pour avec- expliquer voilà. cela. Oui, mais parce que c'est arrivé que... Enfin, là, parce qu'il y a des fuites. Normalement, il y a un principe notamment du secret de l'instruction. Et pourtant, il y a des fuites. Moi, je suis parfois... Il y a des fuites. Dévoile les Des choses. fuites. Voilà. Les avocats, Eh bien, justement. Alors, les magistrats disent que ce sont les avocats. Ça peut être les deux. Oui, mais souvent, je me dis, il n'y a pas d'intérêt pour l'avocat de fuiter. En tout cas, il y a des fuites. Et souvent, ça c'est bien réel. ça, c'est bien réel. Des choses parfois, des rapports d'expertise, des choses vraiment qui devraient vraiment être dans le secret, qui sont commentés par des journalistes. Moi, quand on suit les émissions en France, qui sont commentés par des journalistes. Et souvent, les juges d'instruction disent, ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas concernés par ça. Alors souvent, on jette un regard du côté du parquet, et le parquet dit, évidemment, il n'est pas question que nous puissions faire ça. Enfin, il y a une réalité, il y a des fuites, et il y a, c'est vrai, il peut y avoir un jeu entre la presse et la justice pour pouvoir parfois infléchir des choses. Parce que souvent aussi, il y a une opinion publique autour des affaires judiciaires. Il y a une opinion publique. Et quelqu'un comme Bernard Tapie, il faut savoir que c'est un personnage très clivant. C'est-à-dire qu'il y a des pour-tapis à fond et il y a des contre-tapis. Ça, c'est sûr. Et donc... Mais ça, c'est un peu pour tout le monde. Ah oui, mais ça, c'est... Je veux dire... Oui. Non, mais il y a des personnalités comme ça qui sont très charismatiques, c'est certain. Et on est pour ou contre parce qu'il a un style particulier, etc. Et je sais que, notamment pour la dernière affaire, beaucoup de gens espéraient qu'il soit relaxé. Et il l'a été. Donc, je veux dire... On peut comprendre même si ce n'est pas normal, on peut comprendre que certains cherchent à influencer l'opinion publique par le biais de certains journalistes. Je dis toujours certains journalistes, parce que quand on va en France, il y a des journalistes qui font un travail extraordinaire. Hein. Prenons simplement Mediapart. Mediapart, ce sont des gens qui font de l'investigation. Et Mediapart s'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Guadeloupe. Dès qu'il se passe quelque chose, ils appellent, ils veulent savoir, etc. Ils ont d'ailleurs fait un sujet sur l'eau. Ils ont fait un sujet sur l'eau, la question de l'homme qui a été tué à les intéresse. Ils sont toujours au courant de beaucoup de choses. Je suis toujours étonnée d'ailleurs de tout ce que le réseau qu'ils ont ici. Oui, le réseau ils ont un réseau ici. Mais je dis, il faut un travail formidable. Bon, on peut ne pas être toujours d'accord avec eux, ça, c'est chacun a son opinion. Mais en général, quand Mediapart sort quelque chose... C'est outillé. Il y a un travail d'investigation. Mais là où je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que l'investigation suppose des appuis financiers. Ouais. On n'est pas, journaliste d'investigation comme ça. Ouais. Alors, sauf si on est journaliste dans... comment dirais-je, une télévision d'État, voilà, la question qui se pose, qui empêche les journalistes là d'aller investiguer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quand on est dans une machine privée, effectivement, il faut que la machine privée ait les moyens de... Donc, Mediapart, par exemple, ils vivent beaucoup des abonnements et autres. Hein. Mediapart vivent de ça. Mais c'est vrai qu'il faut un travail très, très intéressant.
Nous partons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, je voulais interroger surtout l'avocate, éventuellement. Ça passe? Oui, allez-y. Oui, voilà. Le problème qui me choque un peu, c'est que en matière de... Puisque maintenant, si vous voulez, la parole des femmes s'est libérée, et c'est une nouvelle mode. Maintenant, sans arrêt, on entend que des personnalités sont mêlées à des affaires de viol, et ces dénonciations se font souvent par Internet. Donc, puisque la personne peut dénoncer anonymement, et vous avez des cas qui sont vraiment choquants. Par exemple, vous avez le cas de cinéaste assez célèbre, où la femme a 60 ans actuellement, et elle prétend avoir été violée à 19 ans. Donc ça fait que les féministes ont manifesté, ont empêché que ce cinéaste gagne le prix qui était prévu. Et tout compte fait, moi ce qui me choque, c'est que quand il y a viol, obligatoirement, il y a coups et blessures. On ne peut pas pénétrer une femme de force sans qu'elle se défende, il faut la maîtriser, tout ça. Donc, je me demande pourquoi ces femmes-là ne vont pas voir leur médecin traitant pour leur faire un certificat médical, et là on peut commencer l'enquête. Il peut y avoir des traces ADN, des traces... Et on dénonce ces viols qui ont eu lieu il y a très très longtemps. Alors, comme l'avocate sait, et doit savoir surtout, que la magistrature s'est très féminisée. Donc, l'accusé qui n'a aucune solution pour se défendre, ses paroles contre paroles, se retrouve avec deux personnes qui l'accusent, la victime, plus la magistrate qui solidairement se met avec la femme. Et nous avons un cas assez surprenant, par exemple, de Miss, je ne vais pas citer son nom, qui a été accusée de viol par une call girl. Une call girl, c'est une péripatéticienne qui loue ses services pour une somme assez astronomique. Alors, je me suis posé la question, est-ce que cette femme n'a pas accusé le ministre parce qu'il n'a pas assez payé? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il a eu 2 non-lieux, et ça date de longtemps. Son nom a été traîné dans les journaux, etc. Et cet homme a une famille. Donc, s'il a des enfants, les enfants à l'école peuvent se dire « Tiens, ton père, c'est un violeur, etc. » Et le gars n'a aucune solution parce qu'il est accusé. Et cette fameuse femme en question, call girl, et il admet qu'il y a comment dirais-je, la relation a été consentie. Et la femme prétend qu'il l'a violée. Donc, il a eu 2 non-lieux. Bon, je dis, bon, enfin, il s'en sort. Et puis finalement, il y a une magistrate qui encore est venue à la charge maintenant. Et comme elle n'a pas trouvé assez de preuves, parce que c'est difficile, comment vous pouvez juger une affaire de viol qui a lieu il y a plusieurs années avant, et elle a décidé de le mettre en témoin assisté. Donc moi je trouve que les médias, avant d'annoncer ces choses-là, devront attendre que la justice passe. Parce que quand vous salissez l'honneur d'un homme comme ça, il ne peut plus se présenter à la télé, c'est toute sa famille qui subit les conséquences. Et là, il y a quelque chose qui est quand même, il faudrait je sais pas, trouver une solution, parce que là, et les médias se précipitent, hein, le pauvre type, c'est tous les jours qu'on parle de lui, violeur et compagnie. Donc j'aimerais que l'avocate me dise qu'est-ce qu'elle pense de ça, parce que peut-être que quelquefois, il y a des fausses accusations. Voilà ma question, merci. Merci, monsieur. Non, c'est vrai que là, c'est un drame. Maintenant, c'est vrai, on jette en pâture l'honneur surtout de personnalités, parce que apparemment, ce sont surtout les personnes célèbres qui violent, et que ce soit en politique, dans le domaine artistique et autres. Et c'est vrai que là, c'est grave, parce que bien que féministe, je considère quand même, je suis d'abord avocate, donc je considère qu'il faut laisser la possibilité à la personne de se défendre. Or, quand ça passe dans les médias, eh bien, c'est fini. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça restera collé à votre peau, et même s'il y a un non-lieu, souvent on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, parce que ça ne rapporte pas. Et personne ne sait que vous avez eu un non-lieu, mais 10 ans après, on dira c'est lui qui avait violé une petite jeune fille. Là. Et c'est vrai. Donc ce qui se passe maintenant est excessivement dangereux, parce que il y a cette dénonciation qui est faite, alors qu'avant, la dénonciation se faisait dans l'enceinte des tribunaux, on débattait,
pour, contre, et on arrivait au procès, et que le meilleur gagne. Là, c'est pas pareil. Le procès a déjà eu lieu. D'ailleurs, on appelle ça maintenant le tribunal médiatique. Alors, c'est terrible. Pour un avocat, c'est terrible d'entendre ça, parce que le tribunal médiatique, c'est comme s'il y avait... on était chez Ceausescu, hein, je veux dire. La fois où j'ai vu le procès de Ceausescu, je suis arrivée au moment où un avocat plaidait. Et dans ma tête, c'était un procureur. Et on me dit, non, non, c'était l'avocat de Ceausescu. Donc, tout ça pour dire qu'on vit une époque, effectivement, qui est très, très, très difficile. Et beaucoup de mères n'ont pas encore expliqué à leurs garçons que c'est vrai, monsieur vient de parler de la notion du viol qui a beaucoup évolué. C'est vrai qu'elle a tellement évolué que maintenant, la notion d'emprise va prendre toute la place. C'est-à-dire, et c'est une notion très dangereuse. Et je pense que les mères de garçons n'ont pas encore expliqué à leurs garçons vers quelle stratégie on se dirige, parce qu'avec la notion d'emprise, vous n'avez pas besoin de violence. Il suffira de dire, c'est un acteur célèbre, Raphaël Spéronel est un psychologue très connu, Samuel Damo a un très beau restaurant au bord de l'eau, Harry Ancelade est un des ingénieurs BTP qui a le mieux réussi. J'étais sous emprise. Et même la notion d'emprise avant s'adjoignait à la notion de temps. On ne pouvait pas être sous emprise s'il n'y avait pas une certaine durée. Plus du tout. Quand on voit ce qui actuellement concerne les acteurs de cinéma, non, il n'y a pas eu ça s'est passé très rapidement, mais c'est une star. J'ai vu une affaire aux États-Unis où la femme dit, vous vous rendez compte, il était d'une beauté, il avait une voix extraordinaire. Je ne pouvais pas faire autrement que de lui céder. Et maintenant, je réalise que j'étais sous emprise et que je ne voulais pas vraiment. Alors, je veux dire, moi, souvent, je réfléchis à ça et je me dis, je ne sais pas si les jeunes hommes ont déjà pris conscience de vers quoi on va, parce qu'il suffit d'aimer passionnément un homme, ce qui arrive. Aimer passionnément. Tout le monde a connu un jour une passion amoureuse, que ce soit l'homme ou la femme. La femme a aimé passionnément l'homme, et elle peut dire, quand la passion est tombée, j'étais sous emprise. Eh bien, donc, merci pour cette intervention, parce que vous avez soulevé un problème, effectivement, qui est très important au niveau de la société, de l'évolution des rapports hommes et femmes. Il faudra mettre en place des attestations. Oui, non, mais c'est vrai. Il y a des hommes qui commencent à dire... il faut se préparer. Deux choses déjà. Rendre la dénonciation calomnieuse la peine plus lourde pour les dénonciations calomnieuses et faire des attestations. Enfin, ça doit être un acte, c'est devenu un acte administratif. Nous partons du côté du téléphone. On va nous donner un petit peu de temps. Avec temps. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir. Je me suis permis d'appeler quelque chose qui a retenu mon attention. C'était sur le fait qu'il n'existerait pas en Guadeloupe et même ailleurs outre-mer du journalisme d'investigation, parce que c'est une question de moyens. Mis à part Canal 10, où il y a quand même des journalistes qui font du travail d'investigation à leur niveau, c'est pour ça que Canal 10 est une chaîne qui est très intéressante à suivre, mais globalement, pour connaître pas mal d'outre-mer et connaître assez bien, je pense, ce qui se fait aux Antilles, moi je ne vais pas parler de journalisme, on ne peut pas parler aux Antilles de journalisme d'investigation, parce que une bonne partie des journalistes sont plus ou moins coquinés avec certaines personnes et qu'il n'y a pas de volonté à faire émerger des grosses affaires. On a plutôt affaire à du journalisme de divertissement, à du journalisme de rubrique des chiens écrasés, du cancanage. Et c'est pour ça que j'ai assez bien apprécié M. Ancelade quand il a dit, quand on a répondu sur lui
des paroles de trafic de ceci, de trafic de cela. Il a répondu sous le ton de la plaisanterie, parce qu'on ne peut pas prendre au sérieux. On sait que chez nous, il n'y a pas de journalisme d'investigation sérieux. On sait quelles sont les personnes, les journalistes, qui mettent les choses sur le grid quand il faut les mettre sur le grid. Et que, outre-mer, et entre autres aux Antilles, entre autres en Guadeloupe, entre autres en Martinique, il n'y a pas de journalisme d'investigation sérieux. Quand il y a des grosses affaires, on l'a vu pour le problème de l'eau, on le voit sur d'autres problèmes, on le voit comment ça a été traité quand il y a eu des chefs d'entreprise qui ont bloqué la Guadeloupe. On voit bien que tout ça, tout le monde s'acoquine avec tout le monde et qu'il n'y a pas de possibilité de diffuser, de faire des choses sérieuses. Et c'est ça qui est triste, parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est un peu dans la culture. Je suis désolé d'être peut-être assez brutal, mais je pense que c'est peut-être dans la culture justement de nos pays que les choses ne soient pas traitées, parce que on a le copinage. On est un petit pays et on a l'habitude de copiner les uns avec les autres. Et ensuite, c'est ce que je voulais partager avec vous, savoir un petit peu ce que vous en pensez, parce que je vous ai quand même pas mal suivi là depuis ce soir, et je me dis, mais en fait, vous êtes en train de confirmer ce que je pense déjà depuis un bon moment, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire du véritable journalisme d'investigation comme on voit et pas seulement dans les pays occidentaux, parce que je vois ce que j'ai vu en Afrique, etc., où il y a du journalisme d'investigation, et qui font de l'investigation avec relativement peu de moyens, voire parfois quasiment pas de moyens, mais ils font quand même du journalisme d'investigation et qui mettent sur le grill des choses très importantes. Voilà, c'est ce que je voulais partager parce que ça m'interpelle déjà depuis un moment. Et vous avez soulevé beaucoup de questions et je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis ne pas hésiter à dire les choses comme vous l'avez fait ce soir. Et j'aime bien votre émission parce que vous dites les choses. Et ça, c'est agréable parce que ça nous change du divertissement auquel on est habitué, auquel on veut nous habituer, la distraction. On est dans une société de la distraction et du divertissement. Même dans l'information, on prend quelqu'un et on décide de se payer sa tête, histoire d'amuser la galerie, histoire comment dire ça, de ne pas parler des vrais problèmes. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, vous faites du bon boulot. Merci de parler des vrais problèmes qui concernent les Guadeloupéens au quotidien, les affaires, parce qu'il y a des échéances qui vont arriver et qu'on ne va pas passer notre temps dans le divertissement et dans l'amusement, alors qu'il y a des échéances qui arrivent et des échéances qui sont très importantes pour la Guadeloupe, très importantes pour l'avenir du pays. Et que, écoutez, moi je vous remercie de ne pas être vous, en tout cas, dans le divertissement, dans l'amusement. Vous nous apportez quelque chose de très intéressant, vous nous apportez une autre manière de voir les choses. Et bien, je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce que c'est rare, et honnêtement, c'est vraiment rare, aujourd'hui, en Guadeloupe, d'avoir des émissions comme la vôtre. Et je tenais à vous remercier et à vous souhaiter une bonne continuation à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Alors, c'est vrai que à la technique, on me fait déjà des signes. Est-ce qu'on pourrait avoir juste une petite rallonge pour un dernier appel? Et puis ensuite, nous aurons à terminer cette émission puisque la semaine prochaine, nous avons déjà un thème très, très intéressant pour vous. Alors maintenant, nous faisons un petit tour de plateau et merci monsieur pour cette intervention. Un petit tour de plateau. Alors, les médias aujourd'hui, pour vous, sont... Alors, dernier appel et ensuite nous arrivons à la conclusion. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. 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 C'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant votre sujet de toute façon. Mais il y a un certain nombre de choses qui m'ont été interpellées, mais je vais très rapidement parler de deux choses. Souvent, les gens ont tendance à dire qu'il y a fumée sans feu. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à un moment donné, et puis les autres qu'on a invités, ils ont parlé du fait qu'il y a certaines personnes qui ont été accusées de quelque chose, et puis on n'a plus parlé de ça, mais au mémoire de tout le monde, ils ont que bon,
parce que la personne a quand même coche. Donc ça, c'est très, très, très important parce que que souvent, les gens sont pour les mauvaises choses, pour un certain nombre de choses, les gens sont stigmatisés simplement parce qu'il y a une phrase toute faite qui fait qu'on a besoin d'aller plus loin. On se dit que par cette personne qui est censée être victime, je dis bien victime, quel que soit ce que le Québec la pour juger ou tout ce que vous voulez, ou pour le ou tout ce que vous voulez, on dit que oui, mais même il y a peut-être quelque chose, comme on dit en Guy sur Roche, il n'y a pas de fume. Et même sur le plateau, j'ai déjà entendu cette espèce de slogan que je déteste d'ailleurs. Parce que ça veut dire que chaque fois qu'on dit quelque chose, c'est parce que quelque part on est responsable de ce qui nous arrive. On n'est jamais tout à fait victime. Voilà. Et deuxièmement, ce que je voulais dire aussi, par rapport aux derniers intervenants et le dernier sujet, c'est-à-dire que même si on fait des investigations, même si on peut faire tout cela, qu'est-ce que ça peut changer? Parce que le problème, c'est que même si on dénonce un certain nombre de choses, même si on a la preuve de certain nombre de choses, qu'est-ce que ça change sur le fond? Quelle leçon qu'on tire? On peut, par exemple, quelqu'un qui a fait quelque chose, oui, la personne a fait ci, la personne a fait ça, oui, machin, mais elle avait continué, quoi. Est-ce que ça, réellement, quand on dénonce certaines choses, même si on fait des investigations, on dépense, parce que le sujet, en fait, c'est qu'il y a des chaînes qui font des investigations. Mais la personne concernée arrive toujours, quand on regarde bien, arrive toujours à trouver des pirouettes pour faire voir, comprendre que ce que vous dites là, c'est pas tout à fait ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et finalement, crée un doute. Donc, les investigations, ça sert à quoi, quelque part, dans la mesure que ça... Bien, mais nous avons perdu ce téléspectateur, mais nous avons globalement compris ce qu'il a dit, à quoi ça sert les investigations, puisque ça sert la vérité. C'est déjà orienté. Alors, nous ferons un petit tour de plateau. Selon vous, les médias sont-ils au service de l'information, globalement, de la désinformation ou au service d'une couleur politique? Alors, je débuterai par Harry. Tiens. Alors, moi, je viendrai pour conclure sur un fait dont on n'a pas tellement parlé. Moi, il y a un truc qui me gêne ici au niveau des médias. Parce que quand on dit l'information, moi, il y a une chose qui me choque, qui m'interpelle. Je considère que les médias devraient avoir la mémoire de l'histoire récente. Et ce que je trouve, c'est que jamais, sur des faits sociaux, par exemple, il n'y a jamais d'analyse et il n'y a jamais un rappel de rétrospective des choses. Jamais. Donc, on est tous en train de recommencer tout de la même manière. Il n'y a jamais d'analyse et jamais de rétrospective. Quand une situation se reproduit, on pourrait penser que des journalistes pourraient dire « Attention, voilà une situation. » Je vais prendre rapidement, juste un exemple qui a été écrit, très rapide. 2002, il y avait des bateaux de croisière. Les pêcheurs ont bloqué le port. Un bateau de croisière arrivait. Le bateau de croisière reparti. On est resté pratiquement 15 ans sans bateau de croisière. Combien la région a investi et combien on a dû aller pleurer pour les compagnies pour dire de faire revenir les bateaux de croisière. Il a fallu qu'on aille pleurer et pas l'inverse. Bon. Les bateaux de croisière commencent à arriver, ça fait 1 an, 2 ans. Un jour, boum, il y a un blocage des pêcheurs. Moi, ce qui m'a surpris, j'ouvre le France-Antilles, je vois une photo des pêcheurs qui bloquent l'entrée du port de la même manière. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas un bateau de croisière qui rentrait ce jour-là. Mais je me suis dit, c'est marrant, j'ai attendu. Je me suis dit, mais quelqu'un va en parler. Il y a des journalistes dans ce pays-là. Personne n'en a parlé. On refait la même chose, alors qu'on vient de claquer des millions d'euros pour faire venir des bateaux de croisière. On refait la même connerie. Personne n'en parle. Et ça, on le retrouve très systématiquement. Et en définitive, il n'y a pas d'histoire. Nous, on ne vit pas de... On ne tire aucun profit pour l'avenir sur rien. Et ça, je considère que les médias devraient jouer ce rôle-là. Ce rôle de mémoire. Ça, alors, désinformation, information ou couleur politique? Ah, mais... C'est plus...
d'information. Mais alors, je considère, si nous considérons que les faits divers, c'est l'information, pour moi, c'est des faits divers. L'information, c'est des faits divers. C'est souvent faits divers ou des informations, souvent quand on veut régler des comptes. Je prendrai un deuxième exemple rapidement, hein, parce que moi, j'ai eu un conflit social dans une entreprise. Je ne vous cacherai pas que j'ai été scié. C'est là que j'ai découvert. Et je me suis dit, je n'écouterai plus jamais les commentaires de la presse en conflit social. Parce que là, j'étais concerné. Mais je suis dans une réunion, se dit des choses, je sors, j'écoute la radio, on dit toi fais le contraire de ce qui a été dit. Mais c'est un truc. Mais j'ai vécu des situations extraordinaires, mais je dis mais c'est pas possible. C'est comme ça que ça marche. J'ai dit mais j'écouterai jamais ce que j'entends. Parce que je l'ai vécu en direct pendant 2002 toujours, mais 2001, 2000. Mais c'était impressionnant ce truc. Et ça aussi, on fait ça facilement, très à l'aise, on sort les choses, on dit le contraire, etc. Donc il y a, à mon avis, un travail à faire considérable là-dessus. Parce que ça a son rôle. Entre sortir là des informations, vous cassez les gens qui font du bon boulot, vous découragez ceux qui font, mais deuxièmement, vous n'apportez pas, vous occupez une place et vous ne faites pas le travail. Parce que dans un pays, la presse a un rôle à jouer. Et on ne peut pas ne pas l'avoir. C'est le pas accepter que la presse n'a pas son rôle. D'accord, Evita. Alors moi, puisqu'on a très peu de temps pour conclure, je voudrais rappeler une phrase de Bouygues qui dit qu'en fait, que les médias sont là pour préparer l'esprit de celui qui écoute à la publicité. Ça veut dire, c'est terrible, mais ça veut donc dire que, donc ils fixent, les médias doivent fixer le téléspectateur par une information, par une désinformation, par le buzz, parce qu'en fait, tout ça, c'est du business. Voilà, c'est ce que j'avais à dire, parce que je pense que ça, c'est une vision intéressante de la question des médias. Et vrai. Samuel. J'aime bien ça. Oui, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie séparation entre le métier de journaliste et de communicant, parce qu'on assiste effectivement aujourd'hui à un phénomène où les journalistes font de la communication. Alors ça commence par ça, lorsqu'il y a le mélange des genres, donc on ne peut pas être efficace dans son travail. Aujourd'hui, le journaliste de 1990 ne peut plus être celui de 2021, puisque les réseaux sociaux sont là pour aussi veiller. Il n'y a aucun monopole aujourd'hui de la pensée, aucun monopole de l'analyse, aucun monopole de l'investigation même, parce qu'il y a des gens qui vont justement, on assiste il y a des gens qui ne sont pas des journalistes, mais qui vont très loin de leur façon d'analyser. Et j'en ai cité tout à l'heure. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que la société civile aussi se regarde. Et un journaliste n'est qu'un homme. Et forcément, il y en a qui travaillent, qui font leur job, mais il y en a qui sont inféodés aussi à un système, qui sont inféodés à des partis politiques, qui sont inféodés qui peuvent se laisser courtiser par de grosses entreprises. On verra ça, mais ce n'est pas qu'en Guadeloupe, c'est partout dans le monde. Et par contre, il ne faut pas que ce soit un métier qui disparaisse, parce que si ça continue, bientôt, j'ai envie de dire, on n'aura plus besoin de journalistes. Mais bientôt, vous viendrez seul sur ce plateau. Je ne serai plus là. Non, Église, alors pas du tout. Et vous ferez le job. Je pense que tous les métiers... Alors, après, on va parler... Si on parle des experts comptables, des avocats, des médecins... Tous les métiers sont en train de connaître une mutation aujourd'hui. Et je pense que c'est les outils modernes font Donc, on va dire tous experts sur les réseaux sociaux. Tous experts. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de dérapages sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est monsieur tout le monde qui peut dire ce qu'il veut, et surtout se cacher derrière sans contrôle, derrière un anonymat. D'ailleurs, dans mon groupe, on n'accepte aucun poste qui ne soit pas signé, qui ne soit pas reconnu, puisque c'est facile aussi de dénigrer quelqu'un, de jeter cette personne-là à la vindicte publique, parce qu'on n'a pas de responsabilité. Donc je pense qu'un journaliste, quand même, par contre, il a cette responsabilité-là. On sait qu'il a signé un papier, donc on peut au moins s'opposer à ces dires, on peut rester en justice contre lui, mais les réseaux sociaux sont dangereux sur ce plan-là. D'accord. Merci pour cette objectivité, Samuel.
Et puis nous terminerons, comme à l'accoutumée, avec Raphaël. Comme à l'accoutumée. Moi, je dirais 3 choses. Sur les journalistes, il y a une critique maintenant qui fait florès et qui dit, voilà, ce sont des gens qui maintenant sont des historiens de l'événementiel ou de l'anecdote. Donc, ils surfent, ils zappent sur l'anecdote et il n'y a pas de profondeur. Et je rebondirais tout de suite par rapport à ce que disait Harry. À force d'érotiser l'événementiel, le zapping, l'anecdote, et de rester là-dedans comme si c'était l'histoire, ben on oublie l'histoire, on ne crée pas l'histoire. Ça veut dire que comme il n'y a pas d'analyse, on ne crée pas le lien entre l'événementiel et la chronologie, entre la chronologie et la mémoire, et entre la mémoire et l'histoire. Et donc la filiation n'est pas faite. Ce qui veut dire que l'accumulation du passé devient un passif. Il n'y a pas d'épaisseur. Donc c'est la première chose. La deuxième chose par rapport au monsieur qui est intervenu avant celui-là, parce qu'il a dit beaucoup de choses. Et moi, ce que je veux lui dire quand même, c'est pas perdre. Je ne perds pas espoir malgré tout. Il y a une dynamique en Guadeloupe qui est tout à fait particulière, qu'on n'arrive pas à dépasser, mais qui est forte. Les médias posent le problème du rapport entre la proximité et la promiscuité. Et on est piégé là-dedans, pour l'instant. Mais en tout cas, le lien existe, et il existe fort. On travaille ici, nous, enfin en tout cas au moins au niveau de que les choses soient dites, pour que la proximité permette de dire les choses, permette de se libérer de l'aliénation, parce qu'on est capable de dire et d'exploiter les choses en tant que telles, et non pas de sombrer sous l'alignement par le bas. Et enfin, troisième chose, je voudrais dire, c'est que si on ne se sent pas de ce qui peut apparaître comme des goulots d'étranglement, le risque majeur, c'est la banalisation à outrance. Tout devient banal. Le mec, il est mort, une voiture, il a foutu une table, on s'en fout. On a malmené son nom, on s'en fout. Tout devient... Et ça, c'est un risque du zapping sociétal, c'est un risque de l'hyperconsommation addictive des réseaux, de ceci, de cela. Un lien par l'hypoprofondeur. Rien n'a aucune importance et tout va. Tout va. Et bien. Et bien. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à tous. Et puis nous nous retrouvons donc mardi prochain avec un autre thème tout aussi intéressant. Excellente soirée à tous.